Bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai l'honneur de recevoir ici Éric Monin. Donc vous avez vu un petit peu son pédigré. Et Jean-Julien Esban, qui est journaliste au Figaro. Donc on va vous présenter l'histoire des jeux, mais surtout le côté géopolitique. Enfin, Éric va être plus fort que moi là-dessus. Il maîtrise tout à fait le sujet. Et Jean-Julien va jouer aussi le rôle d'interlocuteur, de perturbateur. Et vous aussi, le public, vous êtes autorisé pendant la présentation à poser des questions. Voilà, donc vous avez Christophe et Vincent qui sont à votre disposition pour les micros. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'échanger. Comme vous le savez, c'est la philosophie de la culture sport, mais aussi de partager les savoirs et aussi d'engranger cette culture qui, des fois, part un petit peu en morceaux. Et l'important, comme le soulignait à midi Henri Elal, qui est présent ici, donc qui fait partie de l'alumni, donc il nous aide très très intensément sur ces préparations de conférences. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, même pendant l'intervention. Éric aime bien et Jean-Julien aime bien ce protocole-là. Voilà. Donc je te laisse la parole, je vous laisse la parole et bienvenue à l'INSEP pour cette conférence. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, tout d'abord, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être ici parce que, pour le côté, donc, on commence déjà avec les anecdotes. J'ai été ici en équipe de France de judo. Voilà. Alors, sincèrement, entre nous, je ne garde pas forcément un très bon souvenir parce que vraiment, j'ai bien connu les chutes, surtout les chutes. Voilà. Donc, en fait, non, réellement, beaucoup de plaisir d'être ici aujourd'hui parce que, voilà, beaucoup de souvenirs qui me remontent à l'esprit. J'étais ici en 85, 86, 87. Et donc voilà, donc un grand moment pour moi en tant que sport. Et puis après, j'ai un petit peu divergé. Et donc je me suis intéressé beaucoup à l'olympisme, aux Jeux olympiques. Et j'ai eu la chance pas d'en faire en tant que sportif, mais en tant que chargé de mission. Donc j'étais à Sydney en 2000, après Pékin, après Athènes. Enfin voilà, après avec Jean-Julien, nous étions en Corée du Sud, à Pyeongchang et à Gangneung pour les Jeux olympiques d'hiver. Voilà, donc vraiment quelque chose d'important pour moi, pour nous avec Jean-Julien. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir parce que c'est la semaine olympique et paralympique. C'est la troisième de Paris 2024. Alors vous savez, je vais vous expliquer qu'à l'issue de ma présentation, de notre présentation, il ne faudra plus jamais dire Jeux olympiques de Paris 2024. Mais c'est bien les Jeux de l'Olympiade, de la 33e Olympiade des Jeux modernes. C'est comme ça qu'il faut dire normalement. Alors ces Jeux olympiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est on vient de sortir en fait de l'Open d'Australie, gagné par Djokovic, notamment l'homme. Et Djokovic, eh bien maintenant, il va poursuivre sur la lancée. Il va après Roland-Garros, après il va faire Wimbledon et après Flushing Meadows. Eh bien, c'est exactement la même chose durant l'Antiquité grecque. Durant l'Antiquité grecque, eh bien, nous avons affaire à des vrais Djokovic, à des Federer ou d'autres sportifs, hommes et femmes. Et il va falloir absolument, tout simplement, qu'ils gagnent, qu'ils fassent des grands chelems. Et donc, à ce propos, le grand chelem à faire, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est de gagner les fameux Jeux pan-helléniques. Ces Jeux pan-helléniques, en fait, regroupent 4 jeux durant l'Antiquité, à savoir les Jeux olympiques, les Jeux pythiques, les Jeux isthmiques et les Jeux néméens. Alors, de manière un petit peu rapide, les Jeux pythiques se déroulent à Delphes, les Jeux isthmiques à Corinthe et les Jeux néméens à Némée. Mais en fait, les plus importants, ce sont les Jeux, notamment ceux-là, les Jeux olympiques. Alors, comment on sait tout ça ? C'est relativement simple. On sait tout ça parce que, à l'époque, comme vous voyez, Jean-Michel est avec son portable, il est en train de tweeter, etc. Il est en train de faire du réseau. À cette époque-là, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas encore Snapchat, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, il y a des poètes, il y a Pausanias, il y a des potiers, il y a, bref, des personnes qui vont médiatiser en quelque sorte la fameuse prouesse de ces athlètes grecs antiques. Et grâce à ces potiers, grâce à ces poètes, regardez, on sait à peu près tout de comment ils sautaient, comment ils agissaient. Et on sait même qu'il y avait des tricheurs. On voit même ici même, notamment des juges avec des baguettes. Alors, en plus de ça, on sait même la date, c'est relativement simple, c'est ce que je vous ai indiqué ici, la technique des silhouettes rouges sur fond noir date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et inversement, donc, celle-ci date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, bref, on va pouvoir dater assez facilement. On va pouvoir même décrire les postures qu'ils prennent, ces athlètes grecs antiques. Alors, vous savez, dans quelques semaines, ce seront les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Eh bien, si beaucoup de chercheurs ont étudié notamment ces postures, ont étudié un petit peu leur mensuration, ont étudié un petit peu leur prouesse antique, eh bien, si on les téléportait, s'ils se téléportaient dans notre monde moderne et qu'ils soient téléportés à Tokyo, on est à peu près sûr que ces athlètes-là, eh bien, seraient en finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, on a en fait des vrais athlètes, des vrais professionnels. Alors, Eric, raconte-nous en quelques mots, savons-nous dans quelle discipline ils concouraient et de quelle façon étaient suivies les épreuves et les lauréats étaient-ils glorifiés comme ils le sont aujourd'hui? C'est une très bonne question. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une multitude d'athlètes. On a différents sports. Le sport le plus important à cette époque-là, eh bien, c'est la course de char. Parce que cette course de char va notamment permettre à des conducteurs de chars, ce qu'on appelle les origes, eh bien, tout simplement de permettre de donner la victoire, non pas au conducteur, mais à celui qui possède le char. C'est la raison pour laquelle Néron ou Tibère vont tout simplement être champions olympiques des Jeux antiques. Alors, pour répondre à ta question, Jean-Julien, on aura des courses d'armes, en armes, avec notamment des boucliers. Vous l'avez bien compris, c'est ce qu'un célèbre professeur notamment explique, notamment sur l'Antiquité grecque. Il parle notamment de vitrines de sport, de vitrines du sport. Le sport est une vitrine d'État. Et on se rend compte durant l'Antiquité grecque eh bien, qu'il va y avoir des guerres entre Scythe et État, Sparte par exemple. Et un des moyens de manière un peu pacifique de se jauger, eh bien, ça va être de pratiquer du sport, notamment avec armure, avec bouclier. Alors, il y en aura d'autres, vous le voyez ici, on aura du lancer de javelot, disque, et on aura également du saut en longueur. Alors, vous voyez, c'est du saut en longueur un peu particulier, avec notamment des poids que les athlètes vont saisir dans les mains. On aura également du pancrace. Alors, il y a quelque chose qui est fort intéressant par rapport à tout cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont nus. Parce que durant l'Antiquité grecque, anima sana incorpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Et vous connaissez tous la marque ASICS. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui illustre parfaitement tout ça, c'est Platon. Platon, en fait, c'est le nom d'un philosophe, mais vous avez bien compris que ce n'est pas son vrai nom. Platon, ça veut dire large épaule. Son vrai nom, c'est Aristoclès. Et donc, en fait, ce qui illustre parfaitement l'Antiquité grecque, eh bien, on pourrait dire, à la rigueur, c'est Platon, parce qu'il va conjuguer aussi bien un corps d'athlète comme une tête bien faite à travers toute la philosophie qu'il va donc étudier et après développer largement. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va avoir des Jeux olympiques qui vont se dérouler à Olympie. À Olympie. On aura les Némées, on aura ceux des Pythie, on aura à Corinthe, mais c'est surtout ceux d'Olympie qui sont les plus importants. Alors, ces Jeux olympiques d'Olympie, ils ont été notamment mis à l'honneur par un philologue qui s'appelle tout simplement Bernard de Montfaucon, qui va tout simplement, à partir de 1723, après avoir étudié beaucoup les textes de Pausanias, va tout simplement bien cibler un endroit très particulier qui est la plaine d'Olympie. Et cette plaine d'Olympie, il va un petit peu l'étudier et il va tout simplement proposer quelques pistes. Ça va s'arrêter là. Et dans les années 1829, il va y avoir ce qu'on appelle la fameuse expédition de Morée. Morée veut dire Péloponnèse, tout simplement pour libérer du joug notamment d'autres nations qui ont tout simplement envahi le Péloponnèse. Alors il va y avoir une mission militaire, mais aussi une mission scientifique. Et là, ça va être les premières fouilles notamment d'architectes, de personnes d'urbanistes qui vont commencer à fouiller à Olympie. Mais il faudra vraiment attendre 1875 pour que l'Allemand Ernst Curtius, qui sera payé par le gouvernement allemand, pour mettre à jour notamment le sanctuaire d'Olympie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Olympie, voilà donc ce site d'Olympie, on voit par exemple là, certains archéologues qui sont ici, eh bien, à Olympie, personne ne veut y aller. Les cités-États se battent pour d'autres endroits, mais personne ne veut aller dans cette plaine d'Olympie qui est ici, parce qu'il y a une rivière qui s'appelle le Cladéos ici, il y a quelque chose qu'on ne voit pas en contrebas, qui s'appelle l'Alphée, qui était le fleuve. Il y a un fleuve et il y a une rivière. Et en fait, ce fleuve et cette rivière amènent beaucoup de moustiques. C'est un endroit infesté de moustiques. Donc, vous l'avez bien compris que ça n'intéresse personne
Et comme personne n'est intéressé, et que ce lieu est un peu particulier, notamment avec une montagne qui va devenir le mont Chronos, eh bien tout simplement, les prêtres pensent que c'est un lieu magique, un lieu, un sanctuaire, un vrai sanctuaire, et ils imaginent très facilement que les dieux peuvent y vivre. Et là, ils vont créer ce qu'on appelle l'altis, cette enceinte ici même que vous voyez là, l'altis. Et à l'intérieur de l'altis, il va y avoir en fait un certain nombre, tout simplement, de temples pour rendre hommage aux dieux. Alors le dieu des dieux, vous le connaissez, c'est Zeus qui est ici, avec sa femme qui est là, Héra. Mais vous savez que c'est un dieu volage, hein, Zeus. Et donc Héra va être toujours en souci. Mais où est-il, Zeus? Heureusement, le père de Zeus, qui s'appelle Chronos, surveille tant bien que mal, mais quand même, Zeus, c'est quand même difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans quelques jours, le 12 mars 2020, donc à peu près dans un mois, eh bien, ici même, là, voilà, eh bien, il va y avoir quelque chose de très particulier. Il va y avoir un four solaire avec une fête incroyable, avec la grande prêtresse contemporaine pour l'allumage, pour la flamme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, ça sera là, le 12 mars. À ce propos, Eric, vous allez peut-être nous raconter, il y a peu de Français qui seront amenés à porter la flamme des prochains Jeux. Vous en ferez partie. Oui. Racontez-nous ce que ça va être, ce que ça va représenter, comment ça se prépare. Est-ce qu'il faut se préparer pour porter la flamme? Non. Alors, comme tu le dis, Jean-Julien, moi j'ai la chance de porter la flamme pour Tokyo 2020. Donc en fait, voilà, le comité olympique hellénique m'a proposé tout simplement de la porter en Grèce. Alors elle va être allumée le 12 ici. Et le 19, elle partira pour Tokyo, pour faire de nouveau un périple au sein du Japon. Et eh bien, voilà, donc moi, je ne la porterai pas à l'issue du site antique, mais sur l'acropole, notamment le 18 ou le 19 mars. Alors, le périple n'est pas très long, c'est à peu près 400 mètres, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de s'entraîner pour faire un marathon, pour porter la flamme olympique. C'est quelque chose d'assez facile, même en ayant les croisés un petit peu abîmés. Voilà, donc en fait, ce site antique que vous avez sous les yeux, eh bien, quelque chose de très intéressant, c'est cette grosse flèche jaune que je vous ai mise ici, cette flèche. Cette flèche, en fait, eh bien, elle tente, tant bien que mal, de montrer ces petits points noirs. Alors évidemment, vous avez vu, je vous ai fait une grosse illustration ici pour bien que vous voyez. Eh bien, chaque point, c'est une stèle en pierre. Alors pour ceux peut-être qui connaissent Olympie, eh bien, ces stèles en pierre existent toujours, et on peut tout simplement distinguer aujourd'hui uniquement un socle tant bien que mal, mais à l'époque, ce socle, il y avait ciselé sur la pierre le nom de l'athlète qui avait triché. Donc tous les tricheurs qui étaient pris aux Jeux antiques, eh bien, devaient payer un socle, et surtout ce socle, mettre son nom et dire pourquoi on avait triché. Et en plus de ça, rajouter le paiement d'une petite statue, d'un petit Zeus qu'on appelle une zanès. Et ces zanès étaient en bronze. Et donc, globalement, vous le comprenez bien, on fait simple. Stade de France, bien tous les tricheurs, ils sont à l'entrée avec une petite statue à leur nom, en disant, voilà, vous êtes pris à l'érythropoïétine, par exemple, EPO. Voilà. Justement, ici, on a un représentant de l'OCLAEPS, Jean Savarino. Y avait-il du dopage, justement, pendant ces épreuves ? Alors, on peut imaginer plein de choses, mais je pense que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage de Montréal, n'existait pas encore. Non, on avait des tricheurs, tout simplement, qui achetaient des juges, au pancras, qui mettaient des pierres dans les mains. Voilà, donc c'était une forme non pas forcément très élaborée de manière un petit peu chimique, avec des molécules quelconques, mais c'était vraiment de la triche en achetant. Il y avait une forme de corruption assez avérée chez certains athlètes. Alors, pour répondre aussi à la question de Jean-Julien, gagner les Jeux Olympiques, c'était bingo. C'est-à-dire que globalement, on était très très riche, on ne payait pas d'impôts. On était récompensé, soi-même également sa famille, ses descendants, qui étaient tout simplement reçus comme des vrais ambassadeurs de la ville dans laquelle ils étaient, Sparte, Athènes ou d'autres villes, bien évidemment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces athlètes étaient en quelque sorte même parfois des vrais mercenaires, parce qu'ils changeaient de cité-État, tout simplement par rapport aux gains. Et on le voit à juste titre, même encore aujourd'hui, notamment des athlètes qui changent en permanence d'endroit pour peut-être par rapport à l'appât du gain. Alors ces athlètes,
vous voyez un petit peu à l'extérieur, il y a un gymnase, il y a une palestre, il y a des thermes, comme un sauna, bain de vapeur actuel. Il y a même un village qu'on ne voit pas trop, qu'on ne distingue pas trop sur le plan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces athlètes vont s'entraîner à peu près une centaine de jours avant d'avoir le droit d'aller, notamment dans ce sanctuaire, l'Altis. Attendez, j'ai fait une bêtise là. Voilà, avant d'aller dans l'Altis pour rendre hommage aux dieux. Et après, une fois qu'ils ont rendu hommage aux dieux, eh bien, ils vont donc rentrer par ce petit tunnel dans le stade. Alors, à peu près, ce stade va contenir environ à peu près 50 000 personnes. C'est un stade donc en terre battue. Voilà. Alors, à l'origine, ici, il y a aussi un hippodrome où le fameux Néron ou Tibère, les empereurs, vont gagner le titre de champion olympique. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être aussi important, qui est peut-être un peu méconnu, notamment en France. Pourquoi les Jeux olympiques antiques duraient 4 ans ? C'est très simple, parce qu'en fait, un cycle s'achevait de 52 lunaisons. Et au bout des 52 lunaisons, les Grecs pensaient qu'il était nécessaire, tout simplement, de remercier les dieux pour un nouveau cycle. Et regardez, il y a le comité olympique français, le CNOSF. À l'issue des Jeux olympiques de Tokyo, son président, Denis Masseglia, le président va changer. Il y a des CROSS, des comités régionaux olympiques et sportifs, il y a des GDOS, etc. Après les Jeux, tout va changer. Les présidents de fédé vont également changer. Vous l'avez compris, c'est lié à ces 4 années, à ce modèle antique qui dure aujourd'hui chez nous. C'est lié à ce cycle de 52 lunaisons. Tout commence en moins 776 avant Jésus-Christ, c'est le début du calendrier grec moderne, et s'achève en 393. Alors, il y a une raison pourquoi 393, parce que tout simplement, on a un empereur qui s'appelle Théodose Ier. Et Théodose Ier, il a très très peur parce qu'il se dit, je vais bientôt peut-être mourir et qu'est-ce qui se passe pour la suite ? Et on lui explique que globalement, son comportement tolérant des jeux païens, peut peut-être porter préjudice sur la suite de sa vie dans l'au-delà. Et on lui conseille fortement que ces jeux, il faut y mettre fin pour arrêter ces jeux païens et tout simplement que la solution passe par le christianisme. Et donc il va notamment promulguer en quelque sorte un édit, l'édit de Théodose Ier, pour mettre fin à ces jeux antiques. Donc 393, et comme vous le voyez, donc les jeux antiques ont duré 1000 ans. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, donc différents types de pratiques. Et là, on a quelque chose quand même qui est très très important sur ce site antique. On a la fameuse statue Chryse éléphantine de Zeus Olympien. C'est une statue donc qui est en pierre, qui est en bois, recouverte donc d'or et d'ivoire, et surtout sculptée par Phidias. Et tous les athlètes antiques venaient faire des dévotions devant Zeus pour le remercier, etc. Et surtout pour s'assurer le succès, notamment des Jeux antiques. Alors, il faut imaginer aussi des centaines de taureaux qui sont tués devant Zeus Olympien, tout simplement pour remercier ce dieu. Or, attention, il y a des pratiques féminines également. Et nous avons par exemple à Athènes la statue Chryse éléphantine d'Athéna Parthénos qui elle-même on vient faire des dévotions par rapport à ces statues. Et comme vous le voyez ici même, elle tient sur sa main droite la fameuse statue de Niké, la déesse de la victoire, avec notamment un certain nombre de pratiques liées, des pratiques festives, sportives, avec les Panathénées et les grandes Panathénées. Alors, tout cela s'arrête en 396. Et là, les Jeux Olympiques, c'est fini. On n'en parle plus. 393, fini. C'est fini, mais en fait, il y a d'autres pratiques qui naissent entre la fin des Jeux antiques et nos Jeux modernes. Quelles sont ces pratiques ? Je me questionne en même temps. Voilà. Et donc, en fait, durant l'Antiquité romaine, on va trouver, notamment en 1958, la fameuse tombe des Olympiades, où là, on va prendre conscience, à travers cette tombe qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ, que durant la Rome antique, il y a des pratiques telles que la boxe, telles que la course à pied, le saut en longueur, mais surtout la course de chars qui est fortement mise à l'honneur.
Et vous le connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent Rome, juste en contrebas un petit peu du Colisée, eh bien, nous avons Circus Maximus, qui est un stade qui contient environ entre 150 000 et 250 000 places. Pour faire un petit peu la comparaison, Stade de France, 80 000. Donc, en fait, nous avons un stade qui va accueillir, eh bien, tout simplement, les courses de chars ici même. C'est le début de ce que je vous ai mis du sport-spectacle. Alors, nous avons cette fameuse spina, qui veut dire également colonne vertébrale, rachis. Et cette enceinte, en quelque sorte, va être le cœur névralgique, notamment du sport de la Rome antique. Alors, contrairement à ce qui est beaucoup dit, le sport se pratiquait dans le Colisée. Non, non, non. Dans le Colisée, il y a principalement des combats de gladiateurs, il y a des chasses et surtout des nomachis, pour simplement c'est un spectacle en quelque sorte vivant pour montrer à Rome un petit peu les combats qui se déroulent en Afrique. Alors je vous ai mis quelque chose qui parle à tout le monde, le fameux Ave Caesar Moritori Te Salutant, notamment concernant ces fameux athlètes qui vont mourir et qui saluent César. Alors il y a déjà des pratiques féminines en bikini, déjà durant la Rome antique, et comme vous le voyez très très bien ici même, notamment grâce à la Villa Piazza Amerina en Sicile, en 320 après Jésus-Christ, eh bien des pratiques de ballon, des pratiques d'haltérophilie, de cerceau, etc., et même de course relais. Donc nous avons des pratiques féminines durant la Rome antique. La Rome antique s'achève et nous avons l'arrivée du Moyen-Âge. Alors je me suis permis de vous remettre un petit peu le début du Moyen-Âge. 476, 1453, le Moyen-Âge c'est 1000 ans. Pendant 1000 ans, que va-t-il se passer? Eh bien, pas de Jeux Olympiques. Durant 1000 ans, nous allons avoir trois classes. Nous allons avoir le tiers-état, les paysans. Nous allons avoir la noblesse et le clergé. Eh bien, la noblesse, ils vont s'adonner à des scènes de chasse, à la chasse à cour, au tournoi. Tiers-état, lui, il va s'adonner à quelque chose d'un peu plus particulier qui s'appelle la soule, ou qu'on nomme aussi la choule. C'est tout simplement ces deux parties d'un village qui vont tout simplement mettre au milieu du village, à travers deux équipes, une vessie de porc qui vont remplir de cheveux. Et tout simplement, la partie A du village devra emmener cette vessie qui fait penser aujourd'hui à un ballon de l'autre côté du village et vice-versa pour l'autre équipe. Alors vous imaginez bien que c'est sans foi ni loi. Je vous ai mis, je vous l'ai entouré pour vous le repérier. C'est des morts, il n'y a plus de village après, il n'y a plus de cimetière, il n'y a plus de maison, tout est renversé tout simplement, tout est bon pour y arriver. Donc nous avons des pratiques qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques. Alors, concernant ces Jeux Olympiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bernard de Montfaucon, en 1700 et des poussières, veut absolument, dans cet esprit de la Grèce antique, rénover les Jeux Olympiques. Il va y avoir des tentatives. Et notamment, nous allons avoir, il y en a plein de tentatives, il y en a à peu près une vingtaine, moi j'en ai sélectionné seulement 3 pour aujourd'hui. Nous avons notamment un Anglais qui s'appelle le docteur Brooks, et il va tout simplement rénover les Jeux Olympiques à Munch-Wenlock, qui est dans la périphérie de Londres. Et ces Jeux vont tout simplement être installés, mais ça sera une histoire uniquement britannique, et ça s'arrêtera là. Nous allons avoir une autre personne très très importante qui s'appelle le père Henri Didon. Et le père Henri Didon, collégien dans un petit collège qui s'appelle le Collège du Rondeau, va tout simplement, lui, en tant que collégien, lycéen, s'adonner à des jeux qu'on appelle les Jeux Olympiques du Rondeau, à partir de 1832, donc il est né en 1840, à partir de 1832, ces Jeux sont créés. Dès qu'il est collégien, il va s'y adonner, il va être 3 fois champion olympique, ce père Henri Didon. Or aujourd'hui, Rondeau, c'est un arrondissement de Grenoble, c'est dans Grenoble. Et tout simplement, il va vouloir poursuivre un petit peu tout ça, le père Henri Didon, et il va même avoir une devise. Alors cette devise, aujourd'hui, c'est celle du CIO, mais regardez, il y a une petite subtilité. Regardez bien. Situs altus fortus, donc plus fort, plus vite, plus haut, plus fort. En fait, ce n'est pas sa devise. Sa devise, c'est plus vite, plus fort, plus haut pour monter au ciel. Et donc, en fait, quand il la donne en 1891 à Pierre de Coubertin, eh bien, tout simplement, Pierre de Coubertin laïcise en quelque sorte cette devise.
Alors, il y aura d'autres jeux, notamment les jeux grecs, chez notamment Zapas, la famille Zapas. Il y aura 4 éditions. Mais vous le voyez, la dernière édition en 1888, eh bien, seulement 32 athlètes pour 12 épreuves. Bref, tout cela rentre très rapidement dans une certaine confidentialité, même si un stade en marbre, ce qu'on appelle le stade panathénaïque, est créé. Bref, les jeux grecs tombent un petit peu dans l'oubli rapidement. Alors, on a quelqu'un qui s'inscrit totalement dans cette logique-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pierre de Coubertin, je vous ai mis un petit peu ses dates après, Pierre de Coubertin naît en 1863-1937. En fait, ça fait 37 et 37, ça fait 74 ans. Pierre de Coubertin va vivre 74 ans. Et Pierre de Coubertin, eh bien, 1863, eh bien, vous avez bien compris que durant sa jeunesse, eh bien, il va y avoir la guerre avec les Prussiens. Il va y avoir les Prussiens qui vont défiler, notamment sous l'Arc de Triomphe. Il va y avoir les accords de Sedan. Bref, vous avez compris que tout simplement, la République, eh bien, tout simplement, est très malmenée. Il va y avoir la Commune, notamment avec Gavroche. Il va y avoir plein d'éléments qui vont déclencher chez Pierre de Coubertin, eh bien, une envie d'avoir une France forte. Et cette France forte, c'est tout simplement peut-être de copier ce qui se passe à l'étranger, et notamment où? Eh bien, en Angleterre, dans ce qu'on appelle les public schools, les lycées privés en quelque sorte, et notamment dans un lycée particulier qui s'appelle le lycée de rugby, où va naître le rugby avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Arnold. Alors, il y en aura d'autres, de personnes qui vont influencer Pierre de Coubertin, et Pierre de Coubertin, donc, eh bien, va s'imprégner de tout ça, et il se dit, est-ce que la solution, ça ne serait pas tout simplement eh bien, de sortir en quelque sorte notre jeunesse pour faire une jeunesse forte, pour en quelque sorte raviver cette jeunesse, la faire sortir. Je vous rappelle quand même que durant cette époque-là, eh bien, nous avons Oxford, Cambridge, qui sont dans des endroits monastiques en quelque sorte, mais ils vont sortir faire de l'aviron, faire du football, faire du rugby, etc., etc. Donc en fait, il va y avoir une volonté de copier en quelque sorte ces pratiques anglaises, et Pierre de Coubertin donc va être très, très, très influencé. Alors, Pierre de Coubertin, je vous ai mis une petite photo de sa famille, sa femme, sa belle-mère. Là, c'est son fils Jacques et sa fille Renée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pierre de Coubertin, ses 2 enfants, donc, eh bien, n'auront pas de descendants. Et Pierre de Coubertin fait partie d'une famille qui a été anoblie sous Louis XI en 1477. C'est une vieille famille de nobles. C'est une famille noble, c'est une famille, qui a... le père de Pierre de Coubertin s'appelle Charles de Coubertin, qui est le peintre officiel de l'Église catholique. C'est une vieille famille avec un réseau assez intéressant pour Pierre de Coubertin pour développer en quelque sorte cette volonté de proposer autre chose dans notre société française. Alors, Pierre de Coubertin est enterré en Suisse, à Lausanne, à côté de quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Coco Chanel. Alors, je ne l'ai pas mis, il y en a un autre aussi qui est enterré à côté de Pierre de Coubertin. C'est Monsieur Robert, que vous connaissez tous, le petit Robert. Le petit Robert est à côté de Pierre de Coubertin. Bref, alors pourquoi Coubertin, on le verra pour la suite, pourquoi Coubertin est là-bas? Eh bien, parce que tout simplement, lorsqu'il crée le CIO, que nous verrons dans quelques minutes, en 1894, eh bien, Pierre de Coubertin, durant la Première Guerre mondiale, va penser qu'il y a une nécessité d'exiler en quelque sorte le CIO qui est chez lui, qui est tout près de la Tour Eiffel, qui est rue Oudinot, et va proposer d'exiler le CIO, eh bien, tout simplement à Lausanne, qui est un pays neutre, en 1915, le 10 avril 1915. Quel regard porterait-il aujourd'hui sur les jeux tels qu'ils existent? Est-ce que dans les développements qui ont été les siens, dans les écrits qu'il a laissés, est-ce qu'il avait imaginé des choses qu'on a vues ensuite? C'est vraiment une très bonne question. Merci. On n'a pas répété en plus. C'est vraiment une très bonne question parce que Pierre de Coubertin n'est pas très satisfait, à mon sens, de ce que j'ai compris dans ses écrits. C'est qu'il trouve que les Jeux Olympiques vont trop vers le gigantisme, vont trop vers quelque chose qui est difficile pour certaines nations d'organiser. Sa volonté à lui, c'est d'avoir une pratique qui est, je dirais, plurielle, qui est une pratique qui touche toute la société. Et il se rend compte très rapidement que ces jeux sont des jeux un peu compliqués parce qu'ils deviennent tellement gigantesques
qui ne sont pas possibles d'être organisés un peu partout. Alors Pierre de Coubertin va même, je vais montrer ici, Pierre de Coubertin va même penser, en 1912, sédentariser les Jeux Olympiques. Il va vouloir les sédentariser en disant, attendez, ça prend une ampleur pas possible. Je pense qu'il faut les sédentariser. Où ça? À Lausanne. Et vous l'avez peut-être vu, là, il y a quelques jours, les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne ont eu lieu, à l'endroit même où Pierre de Coubertin imaginait en 1912 où il fallait les sédentariser, ces Jeux Olympiques. Donc oui, il a déjà un regard un petit peu, pas pessimiste, mais il se dit il faut que ça concerne le plus grand monde. Et pour que ça concerne le plus grand monde, il y a nécessité peut-être de réduire les coûts. C'est ça, il a très très peur de ça. Alors, quand même, vous l'avez, j'en profite, il y a cette diapositive qui est là. En fait, c'est un projet architectural de sédentariser les Jeux par deux architectes de renom qui s'appellent Laverrière et Monod. Et grâce à ce projet, Monod et Laverrière seront champions olympiques à Stockholm en 1912. Alors, je reviens un petit peu en arrière par rapport à tout ça. Donc, Pierre de Coubertin est enterré ici. Et Pierre de Coubertin va réussir quelque chose que les autres n'ont pas réussi, que Brooks n'a pas réussi, que Zappas n'a pas réussi, et bien d'autres encore, le rétablissement des Jeux. En fait, Pierre de Coubertin, il y a quelque chose qui caractérise Coubertin, c'est qu'il réussit à rétablir ces Jeux dans un environnement très propice. En fait, comme je vous l'ai dit, vous la connaissez tous, Sissi, Elisabeth d'Autriche, comme d'autres personnes, sont fans de l'Antiquité grecque. Ils vont construire des palais, comme je vous l'ai indiqué ici, à la gloire du héros grec Achille, ou à d'autres, notamment vers Nice, la villa Kérylos. Donc Coubertin va surfer en quelque sorte sur l'Antiquité grecque, et il va proposer, en 1892, de rétablir les Jeux Olympiques. Ça n'a pas marché. Bingo, c'est un super échec pour 1892. Le succès, en fait, viendra en 1894. Et vous le savez sans doute, Paris 2024 fête cette semaine, la semaine olympique et paralympique, mais fête aussi le 23 juin. Le 23 juin. Eh bien, en fait, Paris, en mois de juin 1894, Coubertin va convoquer la planète entière qui s'intéresse au sport. Et il va tout simplement vouloir réunir tous les dirigeants, mais surtout, après cette tentative avortée de 1892, marquer ou en tout cas vouloir réussir. Et pour ça, tout simplement, il va réussir ce point 1. Quelques jours avant l'ouverture de ce congrès international, des archéologues allemands vont découvrir une pierre. Et cette pierre, tout simplement, c'est l'hymne à Apollon. L'hymne à Apollon est gravé sur une pierre sur le site antique d'Olympie. Et là, tout simplement, il va demander à son ami, qui est un grand compositeur, qui s'appelle Gabriel Fauré, il va demander que cet hymne à Apollon soit mis en musique. Et il va demander à son amie, qui s'appelle Jeanne Remacle, c'est une grande cantatrice du moment, de chanter l'hymne Apollon. Et donc, vous imaginez les 3000 congressistes accueillis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pas très loin d'ici, accueillis avec Jeanne Remacle en train de chanter l'hymne Apollon. Ça y est, bingo, il a créé une atmosphère très particulière dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Et en plus de ça, il y crée de la convivialité à travers tous les ateliers qui sont organisés, à travers des choses très festives, telles que les illuminations, les banquets que je vous ai mis dans le point 2. Et à la conclusion de tout ça, point 3, le samedi 23 juin, à 9h, il annonce, et c'est voté à l'unanimité, le rétablissement des Jeux Olympiques antiques, qui deviennent des Jeux modernes, et surtout, la création du CIO, Comité international olympique. Donc maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, le 23 juin, ça s'est passé pas très loin d'ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, rétablissement des Jeux antiques et création du CIO. Alors, il vote aussi un programme,
Et regardez, le programme, il est fort intéressant parce que le programme du 21 juin 1894, c'est le premier programme des Jeux Olympiques d'Athènes. Eh bien, regardez dans ce programme, je vous l'ai mis en rouge, j'espère que vous voyez bien là, patinage, alpinisme. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Jeux Olympiques d'hiver, il n'y a pas de Jeux Olympiques d'été. Tout est lié. Ça veut dire que vous imaginez bien, eh bien que l'été, il y a les Anglais qui vont à Chamonix. Et à Chamonix, faire de l'alpinisme. Donc, il était cohérent de mettre de l'alpinisme. Le sport à la mode à cette époque-là n'est pas le foot. C'est pas le foot à cette époque-là. Ça n'existe même pas. On parle de football, le rugby d'ailleurs. À cette époque-là, ce qui est très, très, très à la mode, c'est tout simplement le patinage. On fait beaucoup de patinage, notamment à partir de Napoléon III. Donc en fait, il va y avoir tout simplement un programme pour 1896. Alors vous avez bien compris en 1896, les premiers Jeux ont lieu à Athènes. Donc il n'y aura pas d'alpinisme, il n'y aura pas de patinage, il fait beaucoup trop chaud. Alors Pierre de Coubertin propose tout bonnement d'être le premier président du CIO. Mais c'est sans compter les Grecs, et notamment un Grec qui s'appelle Dimitrios Vikelas, qui est au centre, ici même, qui revendique, qui dit « les Jeux Olympiques, c'est grec ». Donc forcément, les Jeux Olympiques reviennent à la Grèce. Et le premier président, ça sera moi. Pierre de Coubertin se fait voler en quelque sorte ces Jeux. Il sera seulement, on va dire, secrétaire. Alors Pierre de Coubertin, à l'issue des Jeux d'Athènes en 1896, Dimitrios Vikelas abandonne le CIO. Pierre de Coubertin devient le deuxième président et ce sera lui qui a le plus long mandat encore aujourd'hui, presque 30 ans, notamment de présidence du CIO. Alors Pierre de Coubertin, ça je vous le dis aussi parce que c'est un peu méconnu avec les 4 ans. Pierre de Coubertin, en 1912, il se passe quelque chose d'assez incroyable. 1912, alors il faut imaginer qu'il n'y a pas encore la mondialisation, il n'y a pas tous les avions qu'il y a dans le ciel aujourd'hui, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça. Mais en 1912, il réunit à Stockholm les 5 continents. C'est la première fois. Et juste après les Jeux de Stockholm, Pierre de Coubertin, le 15 juillet 1913, alors j'ai coupé ce papier à lettres que j'ai retrouvé au CIO, tout simplement prend des 40 dash. Et il va immortaliser ces 5 continents. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous l'avez bien compris que ces 6 couleurs, elles représentent combinées entre elles chaque nation, sans exception, qui était participante. Exemple, les Japonais, blanc et rouge. Il y a le blanc qui entoure ce drapeau du CIO. Blanc et rouge, on retrouve le blanc et rouge. Alors, je vous ai mis aussi, donc 15 juillet, c'est la première fois qu'on voit ça au CIO. C'est la première fois qu'il y a les anneaux. Regardez, je ne sais pas si on voit bien, j'essaie d'agrandir au maximum. Quelques jours après, le 6 août, il fait un nouvel essai, Pierre de Coubertin. Je ne sais pas si vous distinguez correctement. Il y a en fait, dessous, il essaie avec ses crayons de couleur de faire un carré avec les 5 anneaux. Voilà, qu'on voit ici. Voilà, donc Pierre de Coubertin immortalise ces 5 continents. Il n'y a rien de hasard, parce que pas très loin d'ici, vous avez les Stades français, vous avez les Racing Club de France, et regardez, Stade français, Racing Club de France, il est très à la mode d'immortaliser ou de faire figurer une structure sportive par des anneaux à cette époque-là. C'est comme ça qu'on fait. Donc regardez, Stade français, Racing Club de France, 2, 5, rien de surprenant. Or le U, c'est Union sportive française des sports athlétiques, c'est l'USFSA. C'est l'ancêtre en quelque sorte du CNOSF, du Comité olympique français. Et il y a une petite devise que vous distinguez peut-être difficilement, c'est Ludus pro patria, le jeu au profit de la patrie. On a perdu l'Alsace et la Lorraine, donc il faut récupérer tout ça. Et chaque année, au Stade de France ici, en 2020, on y aura encore droit, les athlètes, les rugbyman vont soulever le bouclier de Brennus. Et si les rugbyman tournaient le bouclier de Brennus, on verrait ça derrière. Le grand U avec les 2 anneaux. Alors donc, ça on avait parlé. Alors le mouvement olympique actuel. Alors ce mouvement olympique actuel, son président, le voilà, c'est Thomas Bach, l'Allemand, mais c'est surtout le premier champion olympique d'escrime fleuret, 1972, Munich. Thomas Bach, 9e président, rentré en CIO en 1991 sous l'ère Samaranch, Juan Antonio
ça m'arrange. Fera-t-il aussi longtemps que Coubertin? Alors, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mandats, aujourd'hui, c'est 4 ans, renouvelables une fois. Hein. Alors, peut-être, parfois, il peut y avoir des changements de charte olympique, hein, on peut l'imaginer, hein, changement de statut, en quelque sorte. Hein. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, parce que les choses, ensuite, sont même bornées. Hein. On n'a pas le droit d'aller au-dessus de 70 ans au CIO. Hein. Alors, il y a bien des présidents honoraires, hein, tels que Jacques Rogge, hein, mais je ne suis pas certain qu'il fasse 30 ans. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Alors, le mouvement olympique, eh bien, ce mouvement olympique, il s'organise à travers une grande famille. Voilà, je vais caractériser un petit peu ça comme ça. C'est qu'il y a des FI, des fédérations internationales. Alors, il y en a d'été, 28, il y en a d'hiver, 7, et il y en a qui sont reconnus. Par exemple, e-sport. E-sport est une fédération reconnue. Et Chèque est une fédération reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, on a des fédérations qui sont tout simplement en attente. On en a qui vont peut-être rentrer, peut-être qui vont sortir. Regardez, nous, chez nous, moi je suis en STAPS, allez faire STAPS de Besançon, on l'a peut-être reconnu à mon accent. Hein. Eh bien, tout simplement, eh bien, on a une fille, nous, qui est dépitée. C'est une des meilleures du monde en karaté. Et elle n'ira peut-être pas à Tokyo, alors elle s'est dit, bah, j'irai peut-être à Paris 2024. Non, il n'y a pas. Il n'y aura pas de karaté, a priori, à Paris 2024, quoique j'ai entendu qu'il y aura peut-être encore des pourparlers. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a des fédérations qui ne sont pas forcément olympiques, mais qui sont reconnues. Les choses évoluent beaucoup. Il y a du breakdance, il y a de l'escalade, il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a une application très très forte dans la jeunesse. Alors nous avons aussi des comités nationaux olympiques. Alors regardez, c'est assez intéressant, c'est que l'ONU reconnaît 193 pays. La FIFA, 209. Le CIO, pour l'instant, 206. Alors, vous savez qu'on ne dit pas la France. Hein. On ne dit jamais la France est membre du CIO. On ne dit pas comme ça. Hein. On ne dit pas le sport français. On dit le Comité national olympique français est membre du CIO. Et il y a ce qu'on appelle des COJO. COJO Tokyo, 2022 Beijing, Paris et Los Angeles. Alors, je vous ai mis quelques chiffres hein, sur les Jeux Olympiques. Hein. Eh bien, voilà, ça c'est assez intéressant. C'est regarder, les choses sont assez exponentielles. Hein. Nous avions notamment à Athènes 241 athlètes. Pas de femmes, hein. Pas de femmes à Athènes. Il faut attendre Paris, tir à l'arc notamment. Et regardez, 241, nous sommes aujourd'hui à 11 237 athlètes. On pense à peu près qu'un athlète, c'est à peu près 3 accompagnateurs, 3 personnes qui vont avec. La famille, etc., les entraîneurs, etc. Donc, vous imaginez 11 000 fois 3. Plus les bénévoles. Plus. Donc, vous imaginez très fortement ce que craignait, c'était votre question, hein, Jean-Julien, ce que craignait en fait Coubertin en 1912, ce gigantisme des Jeux, ben, on l'a aujourd'hui. On l'a. Et donc, aujourd'hui, il y a en quelque sorte un petit peu on veut borner, pas aller au-delà de 11 000. Et c'est très compliqué. Alors, il y a des solutions pour pas dépasser, c'est que certains sports qui sont plus trop à la mode, on va dire, eh bien, on les fait sortir. Et d'autres sports qui sont à la mode, eh bien, on les fait rentrer. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait un sport qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. J'anticipe sur ton tableau, là, les flèches rouges sont des événements exceptionnels. Est-ce que tu peux les commenter? Alors, ces flèches rouges, c'est très intéressant. C'est que lorsque je me suis amusé à travailler sur les Jeux Olympiques, je me suis rendu compte que des fois, il y a des trous. Alors là, il y a un trou 1932. Ah oui, on passe de moins de 3000 à 1300. 1932, c'est très très simple. Là, eh bien, tout simplement, avant qu'il décède, il y a à peu près une vingtaine d'années, je vais interviewer le bâtonnier Bondou. Bondou, qui est un escrimeur, un des meilleurs escrimeurs français dans les années 30. Il fait champion olympique en 32, il fait champion olympique en 36. Et je lui dis, monsieur le bâtonnier, expliquez-moi, en 32, comment ça se passe pour aller aux Jeux? Il me dit, c'est très très simple, il me dit. Eh bien, l'équipe de France, on part de Paris. Alors, vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas de SNCF. La SNCF, c'est 1937. Il n'y a que des compagnies. Donc, on prend la compagnie, notamment de Normandie, on arrive au Havre. Au Havre, avec l'équipe de France, on va prendre un transatlantique qui s'appelle le paquebot Lafayette et on va arriver tout simplement à New York, 8 jours. Et il me dit, New York, côte Est, les Jeux, c'est côte Ouest, Los Angeles. Donc, il me dit, il faut traverser tout simplement les États-Unis. Et après, il faut faire les Jeux. Puis après, il faut revenir. Bon, bref, il me dit, on est parti 6 mois. Alors, je fais simple, je fais très, très simple.
très simple pour vous dire qui est-ce qui va au jeu à cette époque-là. Je vais utiliser quelque chose que je fais toujours avec mes étudiants, le bac actuel. À peu près 80% d'une classe d'âge a le bac aujourd'hui en France, à peu près. Après 45, c'est à peu près 30%. Fin 19e, c'est 1% d'une classe d'âge qui a le bac. Les autres, vous avez bien compris qu'ils ne sont pas concernés par tout simplement les études, etc. Ils ne sont pas du tout concernés par le sport. D'accord ? Donc en fait, ceux qui font du sport, ceux qui sont en équipe de France, c'est ceux qui ont l'opportunité de faire du sport, d'avoir du temps libre. Ce n'est pas n'importe qui fait du sport à cette époque-là. Donc en fait, 1932, ce trou ici, c'est simplement parce que c'est extrêmement loin. C'est très très loin. Melbourne, 56. Là, on peut l'expliquer, non pas parce que c'est loin, mais on a affaire à quelque chose qui arrive. C'est la première fois que ça arrive dans le système olympique, c'est boycott. C'est le boycott des Jeux. 1956, c'est tout simplement ces événements, notamment à Budapest, avec l'invasion des chars russes et une partie certains pays vont vouloir boycotter pour montrer leur désaccord, notamment de l'invasion russe. Et il va y avoir aussi quelque chose d'assez important qui touche la France. C'est tout simplement l'Égypte. L'Égypte, ils veulent tout simplement récupérer le canal de Suez. Et canal de Suez, les Français ne sont pas d'accord parce que vous avez bien compris que ça ramène de l'argent, et notamment aussi aux Anglais. Et donc, tout simplement, ils vont envoyer les paras, la France, comme les Anglais, pour tout simplement refuser cette nationalisation du canal de Suez en 1956. Donc, il va y avoir un certain nombre de pays qui vont vouloir tout simplement protester contre les Français, contre les Anglais, etc., etc. Donc, premier boycott en 1956. Et là, 80. Une autre flèche rouge, c'est le très très gros boycott, notamment des Jeux de Moscou. C'est 64 nations qui vont boycotter les Jeux. Alors, il y a différentes raisons. Comme vous le savez peut-être, c'est que novembre 1979, donc un tout petit peu avant les Jeux de Moscou, c'est la prise en Iran, tout simplement, de l'ambassade d'Iran avec les otages américains. C'est tout simplement aussi, le mois d'après, l'invasion en Afghanistan des Russes. Bref, il va y avoir un grand nombre de nations, tout simplement, qui vont montrer leur désaccord avec ce qui se passe dans le monde et qui vont boycotter les Jeux Olympiques. Est-ce que les Jeux ont été menacés à cette époque-là face à l'ampleur du boycott ? Ouais. Alors ça c'est une bonne question aussi, parce qu'à chaque fois, est-ce que le boycott marche ou pas ? Il faut qu'il y ait deux composantes pour qu'un boycott marche. Il faut qu'il y ait une baisse très importante d'athlètes, on peut l'imaginer là, mais aussi il faut que le niveau des Jeux Olympiques, au niveau athlétique, sportif, soit également pour que ça touche ou que ça ait un impact qui soit le plus bas possible. Et à chaque fois, ça n'a pas été le cas. Je vous rappelle quand même qu'ici, en 1980, ici à l'INSEP, vous aviez quelqu'un de très, 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 très bon en judo, qui a fait champion olympique, notamment à Moscou en 80, c'est Angelo Parisi. Également un très grand athlète aussi qui est à l'INSEP, qui s'appelait Thierry Rey, en 80. Voilà un petit peu les flèches rouges, ici même. Est-ce qu'on peut dire que en fait, l'évolution que tu nous montres, là, avec travers la participation, avec l'impact géopolitique, on pourrait dire que c'est une espèce de thermomètre de la sociale, politique, etc., de la société, même au niveau du monde. Oui. C'est un indicateur très intéressant. J'aurais pu mettre aussi, regardez, par rapport à ce que tu dis, Jean-Michel, j'aurais pu mettre aussi une flèche là, en 1976. Pardon, mince. En 1976, j'aurais pu mettre une flèche parce qu'effectivement, on passe de 7000 à 6000. Parce que je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé à Montréal, oui. Voilà, 29 pays africains. L'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, envoie quelques minutes avant de rentrer dans le stade. Quelques minutes. Moi, j'ai vu tous les telex au CIO, aux archives. Quelques minutes, c'est limite. Ils ont les pancartes. Ils vont rentrer dans les stades. Il y a un telex qui arrive, notamment de l'OUA, qui dit non, c'est scandaleux, c'est honteux ce qui se passe, notamment avec la Rhodésie, ce qui se passe avec notamment ce qui s'est passé à Madagascar, etc., etc. Rentrez au pays pour montrer votre désaccord. Et quelques minutes avant de rentrer faire la cérémonie d'ouverture, nous avons 29 pays africains qui rentrent. Oui, donc totalement. Et ce qui serait intéressant, c'est d'analyser jeu par jeu. Et regardez, il y a quelque chose aussi de fort intéressant. C'est ça, c'est 36, c'est Berlin. 4000
4000. Attendez, Berlin, c'est les nazis. C'est Hitler qui arrive au Reichstag en 1933. Et pourtant, ça y est, regardez, il n'y a jamais eu autant d'athlètes. Et tout le monde est là. Tout le monde est là. Personne ne boycotte les Jeux de Berlin. Personne. Donc, oui, allez, les vrais Jeux olympiques modernes commencent en 1936 à Berlin, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est assez intéressant, donc oui, je suis absolument d'accord. On pourrait reprendre chiffre par chiffre et on peut illustrer parfaitement un petit peu nos sociétés, dans quelle mutation ou pas elles subissent à ce moment-là. Alors regardez aussi, je vous ai mis quelque chose, on l'a vécu, Jean-Julien, ensemble lorsqu'on était en Corée. Mais regardez, maintenant, regardez bien, 11 000, Pyeongchang, 2900 athlètes. Bref, vous avez compris qu'il y a les Jeux olympiques et il y a les autres. Alors en fait, ça c'est faux. Il y a les Olympiades et il y a les Jeux olympiques d'hiver. Quand on dit Paris, c'est une Olympiade. Beijing, c'est les Jeux olympiques d'hiver. Ça porte 2 noms différents, que les choses soient claires. Donc en fait, Pyeongchang, c'est moins de 3000 athlètes. C'est au niveau de Berlin 36. Donc autant vous dire qu'on a des jeux universels et on a des jeux européens. On a des jeux familiaux. Et regardez, je vous ai mis un petit peu ce petit schéma-là. Afrique du Sud, un athlète. Kenya, un athlète. Érythrée, un athlète. Ghana, Madagascar, Togo, Bermude, Tonga, un athlète. Donc vous avez bien compris que c'est des jeux extrêmement peu importants. Et en plus de ça, il y a quelque chose que Jean-Julien, peut-être, il peut commenter, c'est que lorsque nous étions sur place, on a parlé beaucoup de la Corée du Nord, beaucoup de la Corée du Sud. Et moi, je peux vous le dire, parce que nous y étions, en fait, il y avait 3 équipes sur place. Il y avait la Corée du Nord, la Corée du Sud et une équipe unifiée. Oui, c'est vrai. Et il y avait surtout des jeux scindés en deux parce qu'il y avait la glace qui les passionne, sur laquelle ils ont eu des médailles. Et puis il y avait le ski qui les concerne pas beaucoup. Et les épreuves qui fascinent les Européens, que ce soit la descente, pour ne parler que de la plus emblématique des épreuves, se sont souvent déroulées face à un public assez clairsemé. C'était pas du tout leur préoccupation. Alors que les soirées de glace étaient vraiment des fêtes assez incroyables. D'ailleurs, quand j'ai eu le choix, je suis allé plutôt voir le patinage de vitesse, le short track, parce que c'était assez incroyable le monde qu'il y avait dedans, une ferveur assez incroyable. On sent bien qu'effectivement, même lorsqu'on est sur place, on peut voir la culture sportive d'un pays, rien qu'en voyant le nombre de billets vendus ou pas sur telle ou telle épreuve. Donc voilà, on a des jeux familiaux, on a des jeux universels. Ouais, je voudrais te poser une question quand même par rapport aux Olympiades et aux Jeux d'hiver. Il y a peut-être plus d'épreuves aux Olympiades qu'aux Jeux d'hiver. Donc, est-ce que si on reprenait le tableau en prenant la même proportion athlètes et disciplines, est-ce que le tableau changerait ? Sans doute. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. L'hypothèse de débat, vous l'avez bien compris, c'est que Coubertin n'en voulait pas de ça. En fait, Coubertin, je suis allé vite, vous avez bien compris, je ne peux pas parler de tout. Mais en fait, Pierre de Coubertin, à la base, il voulait des jeux, des Olympiades qui regroupent tous les sports. C'est-à-dire qu'une Olympiade commence peut-être des fois durant l'hiver et finisse au début d'été. Voilà. Et comme Coubertin s'est heurté, ça je n'ai pas trop parlé, à ce qu'on appelle les Jeux du Nord. En Suède, il y avait déjà des Jeux olympiques qui s'appelaient les Jeux du Nord. Et Coubertin, pour que ces Jeux olympiques ils puissent marcher, tout simplement, il a dit, bon allez, je ne marche pas sur vos plates-bandes, je ne m'occupe pas des jeux qui touchent à l'hiver, aux épreuves d'hiver, aux sports d'hiver, je vais m'occuper simplement des sports d'été. Et quand il a vu à un moment donné, il a proposé un truc assez incroyable. Il a dit, écoutez, il y a les Jeux olympiques de Paris en 1924, moi je vais proposer en parallèle une semaine internationale des sports d'hiver à Chamonix. Mais simplement une semaine. Et quand il s'est rendu compte que la semaine avait bien pris, qu'il y avait beaucoup de nations, mais il a dit, mais rétrospectivement parlant, cette semaine internationale des sports d'hiver, ce sont les premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. Voilà. Alors, regardez, pour répondre aussi un petit peu à vos questions, regardez par exemple à Rio de Janeiro. 306 épreuves, 206 pays, CNO. C'est-à-dire qu'en fait, à Rio de Janeiro, nous avons eu 306 champions olympiques. 306 à Rio. Alors, vous voyez que les choses sont aussi un peu exponentielles.
hein, 306. Et regardez maintenant les Jeux olympiques d'hiver. Hein. Jeux olympiques d'hiver, hein, 102 champions olympiques, 92 nations. 102. Alors, qui est-ce qui gagne généralement? C'est toujours un peu la même chose. Hein. Ceux qui gagnent, c'est les Européens. Les Européens, j'ai pris long, mais Rio, j'aurais pu le faire aussi. Hein, voilà, 456 médailles. Regardez notamment l'Amérique. Hein, l'Amérique, 191 médailles. Regardez maintenant pour les Jeux olympiques d'hiver. Voilà, c'est la même chose. Hein, Sochi, 213 médailles. Hein, pour Pyeongchang, c'est à peu près la même chose. Donc on a vraiment la mainmise quand même de l'Europe, hein, notamment sur les médailles aussi bien été que hiver. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui a fait l'objet d'un sondage auprès des grands spécialistes de l'olympisme. Et notamment, ils se sont intéressés à dire, mais quels sont d'après vous les plus beaux jeux qui ont existé? Alors ces plus beaux jeux, en fait, eh bien, ils les ont classés. Il y en a en fait 5 et 2 ex aequo. C'est notamment le Sydney et Paris. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, ce que je propose, c'est un peu d'expliquer un petit peu pourquoi c'est les plus beaux jeux et comment tout ça s'est passé. Alors, Helsinki... Même si on n'est pas d'accord sur l'ordre. Après, tu peux changer. Hein, hein. Alors, on peut refaire aussi un classement, parce que vous l'avez vu, là, ça date de 2004, hein, ce classement. Hein, donc, je pars de cet ordre-là, mais effectivement, il peut être remis à jour, peut-être par un journal, hein, qui peut dire, on va faire quelque chose hein, sur les plus beaux Jeux olympiques ou les pires Jeux olympiques. Ça pourrait être intéressant, ça, pour Tokyo. Hein. Alors, regardez, ça, c'est les plus beaux jeux, d'après les spécialistes. Hein. Ce sont les jeux d'Helsinki. Alors, il y a une véritable histoire sur 1952. En 1952, eh bien, il y a quelqu'un qui s'énerve un petit peu, qui s'appelle Staline. Staline va mourir en 1953. Et Staline, il dit, nous, on a créé quelque chose qui s'appelle les Spartakiades, les Jeux olympiques des pays communistes, en 1928. Et ces Spartakiades, vous avez bien compris que c'est un peu irritant parce que c'est toujours nous qui gagnons. Parce qu'on est l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, contre la Pologne, contre la Tchécoslovaquie, etc., etc. Et c'est toujours nous qui gagnons. Et ça serait peut-être bien quand même qu'on se frotte à ces fameux capitalistes, entre guillemets. Et donc, il propose à toutes ces équipes de dire, est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose? Et donc, vous l'avez bien compris, que tout le monde se dit, si on y va, il faut quand même qu'on gagne. Hein. Parce que si on y va, puis qu'on se fait humilier par les Américains ou d'autres nations, ça ne sera pas possible. Et donc, en fait, il décide, en 1952, que l'URSS participe à ces Jeux. Mais attention, il y a une condition. On ne se mélange pas, entre guillemets, aux capitalistes. On ne se mélange pas à eux, donc il y aura bien un village homme, il y aura bien un village femme, mais il y aura un village pour les pays communistes. Pas de bol. En fait, il va y avoir une véritable fraternité entre les athlètes de l'Est et de l'Ouest. Et donc, tout simplement, ces Jeux sont considérés comme quelque chose de très important du point de vue géopolitique, parce que tout simplement, les athlètes font fi, en quelque sorte, de la politique, je dirais, entre guillemets, primaire, hein, pour arriver à une vraie fraternité par le sport. Alors, on a quelqu'un qui illustre aussi un petit peu cette volonté de s'échapper un petit peu de la politique. Hein, c'est l'idole, hein, notamment finlandais, c'est Paavo Nurmi, qu'on appelle le Finlandais volant. Hein, et on le voit très très bien, notamment sur cette affiche, hein, où il vole au-dessus du monde. Hein, et c'est un petit peu ce que font les athlètes. Hein, ils se disent, on est bien entre nous, on n'a pas besoin notamment de toujours ces politiques, hein, et on peut vivre sans eux. Alors, vous le voyez, Paavo Nurmi, hein, c'est lui qui allume la flamme, hein, et on voit pour la première fois, notamment, des pays, l'URSS, hein, qui fait son apparition aux Jeux Olympiques. Les deuxièmes plus beaux Jeux, ce sont en fait les Jeux de Mexico 1968. Alors je vais vous dire pourquoi, mais je vais vous dire après, il y a quand même beaucoup de problèmes en 68 à Mexico. En fait, Mexico, c'est la première fois que ces Jeux, oui, regardez, tiens, c'est en couleur ça. C'est la première fois qu'en 68, les Jeux sont en mondiovision et en couleur grâce à 2 satellites géostationnaires qui s'appellent Early Bird et ATS-3. Ces 2 satellites géostationnaires vont retransmettre en couleur et en mondiovision les Jeux. Ça, c'est super important. On va avoir des exploits extraordinaires. On va voir Bob Beamon avec son saut à 8,95 m, sauf erreur. Hein. 8,90 m, c'est ça, 8,90 m. On va avoir des tapis d'IMA. C'est important, ça, qu'on saute sur le dos pour la première fois, qui s'appelle Fosbury.
C'est la première fois. Alors, imaginez bien que s'il n'y a pas de tapis d'IMA, il ne saute pas sur le dos. Donc, on va avoir Fosbury, on va avoir Bob Beamon. Hein. Et tout simplement, eh bien, on a des jeux qui sont très. Voilà, qui sont dans la performance. C'est la première fois qu'on a du chronométrage électronique. C'est la première fois en 68. Ça, c'est le côté positif, c'est le côté des beaux jeux. Mais par contre, en dehors de ces jeux, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. C'est la première fois qu'on a des jeux qui se déroulent en Amérique latine. C'est la première fois. Et c'est la première fois, tout simplement, qu'on a affaire à un pays très instable, sous un peu une dictature quand même, il faut le dire. Hein. Et on va avoir une révolte des étudiants. Et notamment, ces étudiants vont se révolter sur la place des Trois Cultures à Mexico. Et le dictateur ne va pas hésiter à faire tirer sur les étudiants. Il y aura 300 morts quelques jours avant l'ouverture des Jeux sur la place des Trois Cultures. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en 1968, ces Jeux se déroulent pour la première fois dans un environnement très particulier, avec la raréfaction de l'oxygène, d'une part, et deuxièmement, avec une atmosphère très polluée. Donc en fait, un petit bémol à tout ça, et le super bémol, vous l'avez bien compris, que j'en viens maintenant à ce que je disais tout à l'heure, grâce à ces deux satellites géostationnaires, Early Bird et ATS-3, les minorités, les faibles en quelque sorte, entre guillemets, vont utiliser cette mondiovision. Et en fait, on va saisir cette opportunité, mais comment on peut s'y prendre ? Je vous rappelle que 68, c'est Martin Luther King. C'est globalement, c'est les Noirs américains, ils ne peuvent pas s'asseoir dans un bus parce que tout simplement, il y a des places qui sont réservées pour les Blancs. Donc en fait, ils vont saisir cette opportunité pour dénoncer la ségrégation nord-américaine et ils se disent, mais comment on va s'y prendre ? Et il y en a un qui dit, j'ai dans mon sac une paire de gants. Alors ils vont se partager les gants. Il y en a un qui va mettre un gant bras droit, main droite, et l'autre main gauche. Puis ils vont dire, mais comment on peut montrer un peu le côté esclavage ? Ils vont ôter leurs chaussures. Donc en fait, on va avoir une certaine forme d'improvisation. Mais ce que j'aurais bien vous faire comprendre, c'est surtout ça, c'est qu'ils vont revêtir chacun d'eux un badge, en quelque sorte, Olympic Project for Human Rights, concernant tout simplement les droits humains. Et ils vont revêtir ce badge, mais surtout, le blanc qui est là, qui s'appelle Peter Norman, l'Australien, qui fait deuxième, qui est un grand athlète, va revêtir le badge. Et là, ces deux Noirs américains, évidemment, vous l'avez bien compris, que lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis, ils vont être bannis tout simplement de la société américaine. Ils vont se retrouver gardiens notamment de cités universitaires. Ils vont être vraiment mis au banc de la société. Ce ne sera pas les deux seuls, ce sera lui aussi. Peter Norman, lorsqu'il va rentrer en Australie, pareil, pour avoir soutenu notamment les Noirs américains, tout simplement, il va être banni et il ne pourra pas, même avec d'excellents résultats, partir faire les Jeux Olympiques, notamment ceux qui s'ouvriront en 1972 à Munich. Il restera, et regardez, tout simplement pour le remercier, Smith et Carlos, en 2006, lorsque Peter Norman meurt, ils font le déplacement, notamment en Australie, pour porter son cercueil à titre de remerciement, parce que c'était un moment très important. Alors, ce qu'il faut bien aussi comprendre, regardez, c'est que le lendemain, Evans, James et Freeman vont porter les fameux bérets, notamment des Black Panthers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde parle de Smith et Carlos, mais c'est un moment très fort, 68, pour les Jeux de Grenoble, les Jeux de Mexico, pour tout simplement revendiquer ce qu'on appelle le pouvoir des faibles, cette minorité. Et un des moyens, c'est de saisir les Jeux. Une autre nation, peut-être on l'a vu, à Moscou, les Américains boycotteraient. Là, vous avez bien compris que les Nord-Américains n'ont pas l'opportunité de boycotter, ça ne ferait rien. Donc en fait, ils saisissent de l'opportunité d'un podium. Je rebondis juste sur Norman. L'Australie a fait amende honorable 50 ans après, et il a été reconnu pour tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait entrepris à ce moment-là, puis tout au long de sa vie, et il a maintenant une statue à Melbourne. Mais il a quand même fallu un peu de temps pour que tout cela se fasse et qu'il soit reconnu à la hauteur de ce qu'il avait entrepris. Oui, c'est ça. Alors, c'est important ce que tu dis parce qu'on parle à juste titre de Smith et Carlos, mais souvent on oublie Peter Norman. Donc c'est important, moi je pense aussi de bien intégrer ce grand athlète, notamment à ce qu'ont fait les deux Nord-Américains. Alors,
voilà, un petit peu, Jean-Michel me parlait de géopolitique. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, notamment à Rio de Janeiro en 2016. Hein. Notamment, nous avons ce fameux athlète éthiopien, Lelissa, hein, qui finit deuxième. Je vous ai mis son classement ici même. Hein, qui finit deuxième en 2,09. Hein. Eh bien, lui, il va profiter en quelque sorte de ce piédestal, hein, de son arrivée, de cette médiatisation. Je vous rappelle que c'est le seul pouvoir dont il dispose, hein, tout simplement pour dénoncer hein, l'oppression que, notamment, hein, son groupe ethnique Oromos hein, subit, notamment en Éthiopie. Alors, de mémoire, hein, je crois qu'il n'est toujours pas rentré, hein, lui, en Éthiopie, hein, par rapport à ce qu'il pourrait subir en rentrant. Alors, dans un autre registre, hein, je vous ai mis, ça c'est plutôt mon sport, hein, mais ça n'empêche que... voilà quand même, hein, nous avons un athlète, hein, Teddy Riner est premier, ce qu'on appelle dans le tennis ATP, nous en judo on parle de ranking list, hein, donc Teddy Riner est premier à la ranking list, et le deuxième c'est Orsasson, numéro 2, hein, quand il arrive à Rio de Janeiro, et Orsasson, son premier combat, je vous ai mis là, hein, il va combattre contre l'Égyptien, hein, El Shaabi, et à l'issue du combat, eh bien, El Shaabi refuse de serrer la main. En judo, c'est quelque chose qui se fait fréquemment, de serrer la main hein, lorsqu'on a fini un combat. Hein. Et donc, vous avez bien compris qu'il y a une volonté très claire de montrer un petit peu son opposition par rapport à Israël, etc., etc. Alors, les troisièmes plus beaux Jeux, ce sont les Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Alors, il y a plusieurs raisons sur Barcelone 92. Ce sont les premiers Jeux après les guerres froides. 89, la chute du mur de Berlin. C'est aussi, regardez, c'est la première fois qu'on a l'Afrique du Sud qui revient aux Jeux après 29 ans, tout simplement, d'absence. C'est la première fois qu'on a l'Afrique du Sud. Mais c'est surtout aussi, regardez, pour Barcelone, c'est très important, c'est la ville de Juan Antonio Samaranch. C'est une révolution urbanistique. Pour l'Espagne, c'est la rentrée dans la CEE, la communauté européenne. Ça montre qu'aussi l'Espagne devient une grande nation. La même année, en 1992, c'est l'exposition universelle de Séville. En 1992, c'est la capitale culturelle européenne, c'est Madrid. Bon, bref, vous l'avez compris que Barcelone met les petits plats dans les grands, ça y est, elle devient une grande nation. Elle accueille les premiers Jeux après la guerre froide. Et surtout, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est l'entrée des pays, vous savez, qui font partie de ce qu'on appelle l'Estonie, Lettonie. À cette époque-là, on appelle la CEI, les communautés des États indépendants. Donc en fait, ça y est, ces Jeux de 92 sont des Jeux vraiment très, très universels. Alors donc, je vais parler. L'Afrique du Sud donc revient après, pas 29 ans, mais 28 années d'absence. Alors des jeux aussi très intéressants, ce qu'on appelle les Jeux de Rome. Les Jeux de Rome, c'est les Jeux de la simplicité, c'est le retour aux sources, c'est le Colisée, c'est Abebe Bikila, l'Éthiopien qui gagne le marathon pieds nus. Il gagne le marathon, il arrive de nuit, notamment dans le Colisée. C'est le retour aux sources. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des ludis, notamment à Rome, on parlait de Circus Maximus. C'est vraiment le retour un petit peu comme les Jeux antiques. Ça se caractérise la 4e édition. Enfin, les 5e, moi j'ai eu l'occasion d'être aux Jeux, à ces Jeux-là. J'avais même l'occasion d'être ici, lorsque la flamme est allumée par Cathy Freeman. C'était vraiment un grand, grand moment, parce que Cathy Freeman, qui est là, qui allume la flamme, enfin la torche, la vasque, eh bien, c'est le grand pardon. C'est les Blancs qui s'excusent auprès des aborigènes, et vous le voyez notamment lié à cette affiche. On voit le théâtre ici, l'opéra de Sydney. On voit cet aborigène qui est derrière, avec notamment le boomerang qu'on voit ici. Bref, c'est le grand, grand pardon, notamment des Blancs, ce qu'ils ont fait subir, notamment aux aborigènes, et en rendant donc simplement un hommage appuyé à une des représentantes, Cathy Freeman, qui va gagner le 400 mètres. Je ne sais pas si vous en souvenez, à 400 mètres, il y a eu un petit peu une histoire, notamment par rapport à une athlète française, avec Marie-Jo Pérec, qui devait courir, après, voilà, qui n'a pas couru ce 400 mètres. Les 5e plus beaux Jeux, donc Paris 1924, donc Paris 2024, Paris 1924, ce sont Paris 2024 seront les 2e Olympiades qu'on va organiser, notamment après Paris, là, enfin les 3e. Eh bien, nous avons des Jeux avec, notamment pour la première fois, le serment.
avec le fameux salut de l'athlète. Alors, contrairement à ce qui est beaucoup dit, beaucoup décrit, ce n'est pas le serment nazi, c'est le salut de l'athlète. Et ce qui caractérise ces jeux, c'est aussi les liens existants entre les intellectuels, entre le showbiz et tout simplement les personnes beaucoup moins connues. C'est vraiment la simplicité de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Mais surtout, c'est les premiers stars qui arrivent. Et là, la première star, on arrive dans le showbiz, on arrive dans le jet set. Ça y est, on a une star qui arrive. Regardez, c'est Johnny Weissmuller. C'est le premier homme à nager en dessous d'un minute aux 100 mètres en 1922 en 58,6. Et je vous ai mis cette photo parce qu'elle est super top, je trouve. C'est son entraîneur. Regardez l'entraîneur avec le gros cigare, le quintuple menton, hyper obèse. Et donc aujourd'hui, on verrait difficilement à Rio ou à Tokyo un entraîneur venir avec le cigare, parler à son athlète juste avant qu'il s'élance. Et pourtant, à ces Jeux, il va gagner 3 médailles d'or, Johnny Weissmuller. Il va tout simplement avoir une médaille d'or en water-polo. Ce sera le fameux Tarzan, Johnny Weissmuller. Voilà, alors maintenant, si vous le voulez bien, je vais passer aux pires Olympiades. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas de moi les pires Olympiades, mais vous avez bien compris qu'effectivement, il y a beaucoup à dire. Voilà. Alors, les premiers, d'après les spécialistes, ce sont ces Jeux. Ce sont les Jeux de Munich 72. Nous allons avoir tout simplement un commando palestinien qui s'appelle Septembre Noir. Qui va tout simplement envahir les Jeux Olympiques à peu près le village olympique à peu près vers 4 heures du matin. Ils vont s'infiltrer, ils vont aller au bâtiment notamment où sont les athlètes israélites et ils vont tout simplement investir. Il va y avoir un véritable carnage. Il va y avoir une volonté, notamment par rapport à ces terroristes palestiniens qui vont, pour certains, s'enfuir, de les retrouver, ou au moins les chefs, les commanditaires, notamment par les services secrets israéliens, le Mossad. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est une prise de conscience qu'en fait, quand il y a une prise d'otages par des terroristes, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas. Ça veut dire qu'en fait, les tireurs d'élite ne sont pas prêts, ils n'ont pas de radio pour communiquer entre eux. On ne sait pas trop, il n'y a pas de personnes qui viennent négocier. C'est la prise de conscience qu'en France, il faut peut-être un organisme spécialisé qui va s'appeler peut-être le GGN qui va naître. En Allemagne, ce sera la même chose. Prise de conscience de comment on gère une situation. Alors, la question, c'est est-ce qu'on arrête les Jeux, pas les Jeux ? Il faut savoir que donc, ces Jeux ne sont pas arrêtés et ont poursuivi le lendemain. Oui, on est bien aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas se tromper. Il y a bien des croix gammées partout. Mais ce sont les Jeux. Ce sont les Jeux Olympiques. Et comme vous le voyez par cette affiche, notamment des Jeux Olympiques, notamment allemands, c'est la référence, tout simplement, à l'athlète antique grec avec cette fameuse couronne d'olivier, avec la porte de Brandebourg. Et comment on peut ramener en fait cet esprit antique grec ? On a Goebbels, le chef de la propagande, avec notamment d'autres personnes. Je pense à Leni Riefenstahl, la cinéaste allemande, qui se disent mais est-ce qu'on ne peut pas symboliquement ramener quelque chose de là-bas ? Bingo. On va allumer un feu, une espèce de torche, et on va ramener cette torche par un relais, et on va allumer une vasque olympique dans Berlin pour faire revivre symboliquement l'esprit antique. Ça y est, le relais olympique naît en 1936 pour ramener cet esprit antique grec. Alors, on l'a bien compris, c'est lié aux Allemands. Durant l'Antiquité grecque, il n'y a jamais eu de relais. Ça n'existait pas. Ça. Il y avait bien des flammes, il y avait bien des vasques, mais il n'y avait pas de relais. Ça n'existait pas. Donc c'est bien une création des nazis. Et notamment, nous avons ce fameux Allemand, grand, blond, les yeux bleus, Erich Schliegen, qui sera le dernier porteur, qui c'est lui qui va enflammer la vasque olympique des Jeux de 1936. Alors, on a quelqu'un qui va casser la baraque, notamment des Allemands. C'est le grand champion noir américain, Jesse Owens. Alors, Jesse Owens, qui va tout simplement gagner 4 médailles d'or. Et notamment, Jesse Owens, on le voit ici, avec quelqu'un qui est très, très, très important. C'est
c'est Luce Long. Luce Long, alors moi j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ce binôme-là pour faire un film dans un comité scientifique, pour tout simplement illustrer une amitié incroyable entre les deux hommes, et qui a permis tout simplement, après plein de recherches avec la cinéaste, pour le documentaire qu'on a fait, eh bien, on est retourné dans la famille de Jess Owens, et notamment on a pu interviewer les filles de Jess Owens, et les filles de Jess Owens nous ont montré en fait le carnet, le carnet de leur père, le carnet de correspondance, et il expliquait du début jusqu'à la fin un petit peu comment ce voyage s'est passé. Alors, il expliquait que lorsqu'il est arrivé, notamment en Allemagne, vous le voyez ici, eh bien, en fait, les Allemands veulent poser avec lui. C'est vraiment la star qui vient. Et je vous rappelle que nous sommes en 1936. Et en 1936, on n'est pas en 68. En 68, il y a des gros problèmes, notamment par rapport aux Noirs américains. Et bien là, c'est encore pire en 1936. On ne voyage pas en première classe dans les navires, c'est les Blancs qui voyagent. Donc en fait, il va y avoir une véritable prise de conscience, notamment chez Jess Owens, de se dire, mais quand même, l'Europe, c'est pas mal, parce qu'il y a des choses assez incroyables. Aux États-Unis, je vis beaucoup moins bien. D'ailleurs, lorsqu'il va rentrer aux États-Unis, on a fait plein de reportages dessus. Il va être obligé, pour gagner sa vie, notamment de courir à côté de chevaux, pour essayer de vendre en fait un petit peu ses performances. Voilà. Alors, on voit notamment Jess Owens ici, à côté d'Helen Stephens, qui est une grande championne aussi américaine. Alors, pour la petite histoire, Hitler va lui demander de venir, vous savez, au Berghof, vous savez, son chalet à Hitler. Alors, évidemment, elle va refuser d'y aller. Mais en tout état de cause, Jess Owens, Helen Stephens vont être les grandes stars, notamment de ces Jeux 1936. Alors, il y a une petite anecdote sur les Jeux de 1936, c'est que Hitler a un ministre qui s'appelle tout simplement Albert Speer. Et Albert Speer, donc simplement, c'est lui qui est le créateur, en quelque sorte, du fameux stade de Berlin, qui existe toujours. Et là, il va falloir, en quelque sorte, mettre des pierres un petit peu pour embellir ce stade. Ça équivaudra à peu près à 600 millions de briques de granit de Suède, plus de 2 ans d'extraction de pierres, etc., etc. Et puis, Albert Speer, avec beaucoup de précautions, il va vers Hitler et il dit, écoutez, chancelier, il y a un vrai problème. C'est qu'en fait, les dimensions ne sont pas les bonnes, ça ne respecte pas les dimensions internationales. Puis Hitler a dit, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, parce que les règles, c'est nous qui le faisons pour le millénaire à venir, et dans plus de 1000 ans, de toute façon, il n'y aura plus que des cendres après nous. Donc en fait, ça ne pose pas de problème. Donc ils font un stade qui ne répond pas aux normes de 1936. Point 3, Saint-Louis, 1904. Bien, en fait, c'est durant l'exposition universelle. Les Américains, ils veulent rentabiliser les Jeux. Il faut rentabiliser tout ça. Et globalement, ça ne marche pas, les Jeux Olympiques. Parce que personne ne s'intéresse pas. Les Jeux Olympiques ne s'intéressent pas. Et les Américains, ils se disent, mais comment on peut faire pour rentabiliser tout ça? Et bingo, ils trouvent la solution du 12 et 13 août 1904, ce qu'on va appeler les Anthropological Days, les Jeux anthropologiques. C'est très à la mode, fin 19e, début 20e. Au Jardin des Plantes, ici à Paris, début 20e, on amène des sous-hommes, des sous-femmes qu'on expose le week-end, et les Parisiens viennent se balader pour regarder les sous-hommes, les sous-femmes. C'est très à la mode. Donc, ce qu'on fait, les Américains disent, c'est très simple, on va mettre des sous-hommes pour lancer du poids. Vous savez, le poids 7 kg 257. Vous savez, les courses de haies, ou même des pratiques même un peu folkloriques. Et là, le 12 et 13 août 1914, ils vont remplir le stade et ils vont remplir la billetterie, ils vont faire de la billetterie. Et donc, tout le monde sera content. Vous avez bien compris, ce sont les 3e plus pires Jeux olympiques, Jeux de l'Olympiade, par rapport à leur racisme, visible. Alors, les 4e pires Jeux olympiques, ce sont les Jeux de Moscou, Jeux de Moscou. Comme on l'a vu tout à l'heure avec notamment ce boycott, 64 nations qui vont abandonner, qui ne vont pas aller aux Jeux. Ça sera aussi, comme je vous l'ai dit, ça sera lié à 2 événements particuliers, notamment par rapport en Iran, par rapport à l'Afghanistan, mais surtout, c'est lorsque les Jeux sont attribués. Vous savez que les Jeux sont attribués 7 ans avant d'avoir les Jeux. 7 ans, d'organiser les Jeux, 7 ans. Là, on est en pleine détente,
Et lorsque, bien évidemment, les Jeux vont se dérouler en 80, on revient de nouveau en pleine guerre froide. Hein. Donc, en fait, c'est un moment très, très important, comment dire, ces Jeux de 80, parce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec quelque chose de très, très compliqué. Alors, 80, c'est les Jeux de Moscou. Alors, il y a quelque chose, je vais peut-être un petit peu faire une petite parenthèse. 80, quelques mois avant, c'est février. Février, c'est Lake Placid. À Lake Placid, les Américains organisent les Jeux Olympiques d'hiver. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tout simplement, ils vont accueillir les équipes. Ils ne voulaient pas à la base, mais ils vont quand même les accueillir, les Russes, et ils vont les loger dans une prison. Voilà. Alors, ils vont expliquer que c'est une prison qui est en cours d'aménagement. Il n'y a pas de prisonniers, mais vous imaginez bien, il y a quand même les barreaux, il y a quand même tout. Hein, voilà, on a bien compris un petit coup le pied de nez qu'ils voulaient faire. Or, les Jeux d'Atlanta, les 5e pires Jeux olympiques qui ont eu lieu, eh bien, c'est l'inorganisation la plus totale. L'inorganisation la plus totale. Voilà. Alors, vous avez bien compris que moi, je suis judo. Je vais raconter 2 anecdotes sur le judo. Enfin, une sur le judo, puis une sur le hand. Le judo, eh bien, on a Kakaleshvili, hein, qui est le géorgien, qui est la star poids lourd hein, du judo. On a un grand judoka que vous connaissez tous, qui s'appelle David Douillet. Hein. Et Kakaleshvili est un grand champion aussi. Et Kakaleshvili eh bien, prend le véhicule pour se rendre à la pesée aux Jeux d'Atlanta. Et à Atlanta, il monte dans une voiture. Et le conducteur de la voiture est un bénévole. Il ne connaît pas Atlanta. Et vous imaginez bien, il part à droite, il fallait à gauche. Il tombe dans les embouteillages. Et dans les embouteillages, tout simplement, Kakaleshvili n'arrivera jamais à l'heure pour la peser. Donc éliminé. Deuxième aussi fait. Eh bien, nous avons les grandes balleurs hein, que vous connaissez tous, hein. Jackson Richardson, hein, toute la bande hein, qui a fait une médaille notamment en 92 à Barcelone. Et lorsqu'ils vont à l'entraînement, il n'y a pas de ballon, parce que les ballons ont été oubliés d'être commandés. Voilà. Autre aussi, beaucoup plus tragique, hein, c'est la bombe qui explose notamment à Olympic Park en faisant un mort, je crois, et plus que ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, on est au pays... Ah, d'accord. D'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est au pays pourtant de CNN, on est au pays de Coca-Cola, on est au pays de l'opulence de plein de choses, et pourtant, rien ne marche. Hein. Même les tableaux d'affichage ne fonctionnent pas. Enfin, bref, c'est l'inorganisation la plus totale. Alors voilà, arrivons à ce qui nous concerne peut-être davantage. Hein. Ce sont les Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne, vous le saurez maintenant. Hein, nous sommes durant la semaine olympique et paralympique de la 33e Olympiade de Paris 2024. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces Jeux apparaissent ou viennent dans un environnement très particulier. Il y a un grand chercheur qui s'appelait Vladimir Andreev, un économiste, qui dit que tout simplement le vainqueur, regardez, vous l'avez ici indiqué, c'est un vainqueur maudit. En fait, il y a une malédiction du vainqueur de l'enchère. En fait, on va toujours payer plus cher pour avoir ces jeux. Et globalement, les jeux coûtent de plus en plus cher à chaque fois. Alors là, ce n'est pas de moi, évidemment, vous avez bien compris ce tableau. Hein. Eh bien, les spécialistes se sont amusés un petit peu à donner le coût total du dossier candidature et le coût total des jeux. Et regardez, par exemple, pour Rio de Janeiro, nous étions à 9,5 milliards. Et nous sommes, a priori, plus aujourd'hui vers 33 milliards. Hein, Londres, 4,8, 19. Voilà, bon bref, vous voyez, regardez, c'est qu'en fait, à chaque fois, ça dépasse. Donc en fait, Vladimir Andreev, il nous dit, eh bien, tout simplement, bonne chance à celui qui a les jeux, parce qu'il est maudit. Il est maudit. Donc Paris 2024 a des jeux dans un contexte très particulier. Mais entre-temps, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelle Thomas Bach, le président du CIO, qui fait voter l'agenda 2020, l'agenda 2020, qui dit arrêtons, mutualisons, simplifions l'organisation de telle manière à réduire les coûts. Donc, il y a un agenda 2020 qui a été révisé durant les Jeux de Pyeongchang en 2018. Cet agenda qui a été voté en 2014-2018, et qui dit tout simplement, eh bien, voilà, pensons autrement, faisons autrement. Très proche de chez moi, à Besançon, eh bien, il y a eu dernièrement les Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont déroulés à Lausanne. Eh bien, à quelques kilomètres de chez moi, a eu lieu le saut à ski, a eu lieu le biathlon, parce que les Suisses n'avaient pas la capacité à organiser le saut à ski parce qu'ils n'ont pas de tremplin. Donc en fait, cette mutualisation aujourd'hui, c'est quelque chose d'omniprésent.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aventure de la 33e Olympiade, Paris 2024, a commencé en fait le 26 mai 2014 avec une enquête d'utilité pour savoir si c'était bien ou pas que Paris utilise les Jeux. C'est la première fois un peu qu'on a eu ça, hein. Et donc en 2017, eh bien, vous avez tous entendu parler de cette fameuse ratification tripartite entre CIO, entre Paris et Los Angeles. Donc au bout de 3 ans, un petit peu, donc Paris a les Jeux, comme je vous le disais, 2017-2024. Après quelques échecs. Après quelques échecs. Ah, donc on a eu 92, on a eu 2004. 2004, c'était Lille, je crois. Après, on a eu 2008. Après, on a eu 2012. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est intéressant, Julien, c'est que la France renoue avec le succès. La France renoue avec la victoire. Mais attention aux vainqueurs maudits. C'est ça qui est important. Attention aux vainqueurs maudits. Alors, regardez aussi. Attendez, il faut être lucide, hein. Rio, Pyeongchang, Tokyo, Beijing. Ben oui, les Jeux Olympiques, il faut bien qu'ils reviennent un peu quand même, hein. Il faut bien qu'ils reviennent un petit peu en Europe, il faut bien qu'ils reviennent un petit peu aux États-Unis, continent américain. Donc en fait, Paris 2024 a une véritable particularité. C'est la première fois qu'on a JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vraiment quelque chose d'assez original, voilà, avec ces fameux 2 logos. Alors moi, j'étais invité justement lorsqu'ils ont dévoilé ça. Je ne sais plus l'endroit là où ça a été lancé là. Au Grand Rex, voilà, c'était au Grand Rex. Et donc en fait, c'était assez impressionnant parce que ce logo, donc tout le monde le comprend maintenant, mais certains ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas le logo unique. Un logo unique avec les anneaux. Vous avez bien compris qu'il y a le Comité international paralympique, hein, il y a le Comité international olympique qui n'ont rien à voir. Hein. C'est 2 structures totalement différentes. Hein. Alors le grand public, ça n'a pas compris, hein, quand même. Hein, pas compris. Alors, oui, pardon. Déjà, les 2 logos. Oui, mais est-ce qu'on les appelle JOP? Oui. Bah oui, mais ils ont les 2 logos, paralympiques et olympiques. C'est le premier organisateur des Jeux qui a fait ça. Et Paris suit Tokyo et donc a les 2 logos. D'accord, très bien. Alors, ces Jeux Olympiques, eh bien, pour la France, c'est une véritable opportunité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a permis, en quelque sorte, d'avoir des Jeux, qui soient soutenus, parce que ça va se dérouler dans un cadre exceptionnel. Hein, notamment, je vous ai mis Champs-Élysées, Invalides, Tour Eiffel, Château de Versailles, Grand Palais. Mais surtout, ce sont des Jeux universels dans le sens démocratique, en quelque sorte, qui aura une forte population, parce que les Jeux, bien, on aura des billets à moins de 24 €, notamment 5 millions, hein, et 13 millions en dessous de 50 €. Alors aussi, le véritable atout de ces Jeux 33e Olympiade, c'est qu'il y aura très très peu d'investissement. Hein, donc vous vous en souvenez toujours, le fameux vainqueur maudit, hein, voilà, parce que regardez, Londres 8, Rio 10, théoriquement, donc 2 constructions à ajouter. Et surtout, ce qui a beaucoup plu donc, aux votants, hein, c'est ce fameux cadre dont je parlais, le prestige. Alors, ces jeux coûteront, hein, vraisemblablement, hein, 6,8 milliards. Alors, ces jeux se décomposent en fait de 2 façons, hein, pour la France, hein, 3,8 et 3, notamment par rapport à des fonds privés et à des fonds plutôt d'origine publique et aussi privée, et par rapport à Londres. Donc, on voyait un petit peu, une répartition un peu différente. Moi, je voudrais te poser une question, toi qui baigne dans ce milieu-là, si c'est un milieu. La vision des Jeux Olympiques, comment tu vois l'évolution? Bon, déjà, ce que propose Paris, donc avec le karaté qui est exclu, d'autres disciplines qui apparaissent, on met plutôt le côté urbain en avant. Comment tu vois cette évolution-là? Moi, je serais tenté de dire que les Jeux Olympiques aujourd'hui, ils sont... il faut faire très attention parce que je crois que la rareté des Jeux faisait aussi toute leur richesse. Aujourd'hui, d'avoir une multiplication de Jeux, il y a les Jeux Olympiques d'été, il y a les Jeux Olympiques, les Olympiades, il y a les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'été, il y a les Fauges, les Jeux européens, etc., etc. Il y a une multitude de Jeux. Hein, et je crois que cette multitude de Jeux peut parfois être au détriment un peu de l'athlète. Et la multiplication notamment de compétitions peut amener peut-être un athlète à être
à être blessés peut-être plus facilement. Il faut peut-être se méfier un petit peu de tout ça. Voilà. Et aussi, ce qui est un petit peu, assez regrettable, c'est que certaines pratiques qui devraient être n'y sont pas, etc., etc. Donc on peut se poser plein de questions. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait un peu de l'e-sport. L'e-sport, qu'on voit en Corée du Sud, on parle que de l'e-sport. L'e-sport n'y est pas. Est-ce que c'est sport, pas sport? On se rend compte que effectivement, ce fameux, cette fameuse règle de dire s'il y en a un qui sort, il y en a un qui peut rentrer. Mais vous avez bien compris qu'être sport olympique, c'est avoir une certaine puissance. Être sport non olympique, c'est peut-être pas forcément être omniprésent dans les conseils d'administration, etc., etc. Une question aussi par rapport justement à culture sport. Est-ce que tous ces athlètes qui vont sur les Jeux ont cette connaissance de ce que tu viens de nous montrer? Donc la culture, en fait, si on va aux Jeux, c'est bien sûr pour la performance, on est bien d'accord, mais il y a quand même tout ce passé que tu viens de nous décrire. Donc est-ce que les athlètes, les participants, les dirigeants, les entraîneurs sont imprégnés justement de cette culture, ou est-ce que maintenant c'est plutôt une épreuve, un événement sportif international? Est-ce que ça risque pas à un moment donné de tomber dans la banalité? C'est-à-dire, la banalité, il y a les championnats du monde, il y a toujours des événements sportifs très importants. Et les Jeux sont là aussi pour ponctuer de temps en temps le summum, parce qu'être champion olympique, c'est très rare, c'est très difficile, etc. Donc tout est programmé par rapport à ça. Mais justement, est-ce que cet esprit culturel, donc est-ce que le CIO, tous les organismes que tu viens de nous citer, sont justement là pour rappeler aussi en fait que les Jeux olympiques, il y a autre chose, il y a une culture, ça vient de quelque chose? Oui, il y a un véritable challenge. C'est-à-dire qu'avoir les Jeux olympiques, c'est aussi promouvoir ce qu'on appelle Olympic Education, tout ce qui a trait alors sans forcément être redondant sur ce qui se passe du point de vue éducationnel avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducationnel, pas du tout. Mais simplement, vous savez, les Jeux olympiques, moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait un doctorat sur comment les jeunes, quelle représentation ils ont de l'olympisme. Et on s'aperçoit que l'olympisme parle aux jeunes parce que on voit des images, on voit des exploits, etc., etc. Et si ces représentations, comment on va utiliser tout ça? Et je crois que le sportif, pour répondre à ta question, le sportif, c'est pas sa préoccupation, et c'est normal de dire tiens, il faut que je connaisse toute l'histoire des Jeux olympiques, mais je pense que la structure organisatrice doit se saisir de ces événements qui sont hyper médiatisés pour promouvoir une éducation à l'olympisme ou au sport ou une culture sportive. Vous avez bien vu que le créneau aujourd'hui, on a une nation avec des sportifs. Vous savez tout ça. Le truc, c'est de passer à une culture, à une nation sportive. C'est ça. Et une culture sportive, pas uniquement faire du sport, mais comprendre pourquoi faire du sport. Et je crois que les Jeux olympiques, comme ça touche beaucoup aux représentations des personnes dans la société, il faut s'en saisir comme un véritable vecteur éducationnel. C'est ça la solution. Et je crois aujourd'hui que la France a une véritable opportunité avec l'organisation des Jeux olympiques, de promouvoir tout ça. Alors, il y a effectivement cette semaine olympique et paralympique, mais je vois par exemple chez moi à l'université, là j'en ai parlé à pas mal de personnes, là, il y a le 20 septembre, il y a quelque chose de très important le 20 septembre. Je ne sais pas si vous savez, en France, le 20 septembre. Le 20 septembre, depuis 2015, l'UNESCO a décrété la journée internationale du sport universitaire. Donc en fait, il y a 3 temps forts en France aujourd'hui. Il y a le 20 septembre, il y a la semaine olympique et paralympique, et il y a le 23 juin. 23 juin, maintenant, ça vous parle. Il y a la semaine olympique et paralympique, c'est en ce moment, et il y a le 20 septembre. Donc en fait, je pense que ces moments forts, il faut les utiliser avec l'événement que l'on a aujourd'hui pour promouvoir une culture et une pratique en même temps. Est-ce que pour parler éducation, au niveau de l'école, je m'en souviens, quand l'Institut nous parlait de l'histoire, il nous racontait l'histoire des Jeux olympiques. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a une acculturation par rapport à ça? Les jeunes, ils connaissent en fait les images. Il y a les sports qui évoluent, etc. Donc, est-ce que ça fait aussi partie de cette éducation-là? C'est-à-dire que montrer que les jeux, ça apporte aussi d'autres choses au niveau sociétal que simplement de la performance. Mais moi, à mon sens, c'est très important de surfer sur les jeux, parce que vous savez qu'il y a 3 événements dans le monde qui sont connus, qui sont très regardés. Il y en a 3, il n'y en a pas 4. Il y en a 3. Il y a la Coupe du monde de foot,
il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France. Il n'y en a pas 4, il n'y a pas le Super Bowl. Hein. Parce que j'anticipe parce que peut-être quelqu'un va me dire « Ah, il y a le Super Bowl !» Mais non, il n'y a pas le Super Bowl. Hein. Ceux qui regardent le Super Bowl, c'est que des Américains. Hein. En fait, il y en a 3. Et je crois que ces 3 événements, on doit surfer dessus. Donc mes propos, ce n'est pas de dire qu'il y a forcément que les Jeux. Non, il n'y a pas que les Jeux. Il y a le Tour de France et il y a les Jeux Olympiques. Mais regardez, ce qui est assez intéressant au Tour de France, on pourrait s'interroger, hein, Jean-Julien est un grand spécialiste du Tour de France, eh bien, regardez, Tour de France, on va voir quoi? On ne va pas voir les coureurs, hein, on va voir la caravane. Hein. Et regardez, aux Jeux Olympiques, on ne va pas aux Jeux Olympiques, forcément, on ne regarde pas les Jeux Olympiques pour regarder de l'haltérophilie ou du judo. On va regarder quoi? La cérémonie d'ouverture. Donc, en fait, vous avez bien compris que ces événements, c'est très parlant, mais aussi on peut les utiliser comme véritables... vecteur éducationnel comme moyen tout simplement de lancer des vrais programmes qui viennent un peu compléter ou en tout cas donner du sens un petit peu à ce qu'on voudrait. Une question? Oui, j'ai une question. Tout d'abord, bonjour. Je voulais discuter des scandales qu'on a pu observer lors des Jeux Olympiques de Londres et de Rio en boxe. Je voulais savoir qu'est-ce que le CIO a pensé pour que ça n'arrive plus, tout simplement. Je réponds tout simplement. Bon, donc, on a Jean, quand même, qui est l'ancien DTN de boxe. Je serais aussi peut-être répondre, parce qu'il connaît beaucoup mieux la boxe que moi. Mais simplement, les scandales, il y en aura toujours. Les ânesse, durant l'Antiquité grecque. L'homme est humain. La femme et homme sont humains. Donc, ça existera toujours. Donc, vous me parlez du scandale, mais attendez, je vous donne un scoop. Il y aura sûrement des scandales après. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des vrais idéaux, il y a des vraies valeurs. Et pourtant, regardez quand même, à Rio de Janeiro, je ne sais pas si vous avez suivi l'activité, on avait un des membres, je crois, du CIO, sauf erreur, qui vendait des billets en marge, l'Irlandais, qui vendait en marge des billets pour assister au jeu. Donc, je pense qu'on a des vrais idéaux, on a des vraies valeurs, on a vraiment un vrai message, on a vraiment quelque chose de très fort. Mais il y aura toujours des choses qui vont, à côté, en quelque sorte, salir. Et je crois que ça existera toujours. Mais pour la boxe, peut-être que Jean, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste un petit mot pour la boxe. Bon, j'étais l'entraîneur national au coin de ring avec Alexis Vastine, notre cher Alexis, et puis notamment Nordi Oubali. Donc, bien sûr, ils sont arrêtés injustement en quart de finale à la porte des médailles avec les images atroces qu'on a vues. Et j'aimerais marquer ce moment fort. Alexis s'effondre au moment de la décision et il a les bras en croix. Et puis, il y a une super image où il est photographié, filmé du haut, un peu comme le Christ, un peu comme a fait aussi, mais dans une autre circonstance, Mohamed Ali, au milieu du ring, quoi. C'est vraiment cette image poignante. Et je vais le chercher une première fois, il reste au milieu du ring, et la deuxième fois, et je lui dis, Alexis, si on veut poser réclamation, lève-toi, sinon on ne pourra pas poser réclamation, et on ne peut pas gagner, on va gagner. Et malheureusement, on passe toute la nuit, un pseudo-comité se réunit toute la nuit, et au petit matin, on apprend qu'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage ni de jugement, et la décision est maintenue. Donc, bien sûr qu'à Londres, on a vécu un moment tragique et diabolique. C'était l'une de mes questions que je voulais poser à Eric. C'est, bien sûr, il y a des valeurs que l'on véhicule, et merci Coubertin. Quels sont les dangers aujourd'hui qui peuvent nuire aux Jeux Olympiques? Les mauvaises décisions sur des sports où on fait appel surtout au jugement humain, mais aussi une thématique que je traite là depuis 4 ans, le dopage qui vient ternir et fortement. Donc, il faut se poser des questions en sachant ce qui peut valoriser et véhiculer un message fort de solidarité, de force, de convivialité, de festivité formidable, mais aussi anticiper les dangers, la malhonnêteté humaine, on l'a vu depuis l'Antiquité, elle dure rôti, et ça c'est un vrai danger. Et puis la problématique du dopage et de la triche, quoi. Et je pense qu'une des problématiques dont il faut vraiment, vraiment faire attention, c'est la corruption qui arrive à grands pas.
hein. On a créé un organisme en France pour réguler l'argel, mais là aussi, les enjeux et les paris sportifs sont un danger dont il faudra veiller, et plus particulièrement à Paris 2024. Alors, je pense que à propos de la boxe, c'est pas nouveau l'histoire d'Alexis Vastine. Aux Jeux de Londres en 1948, je me rappelle plus son nom, le boxeur français. Il y avait un boxeur qui allait gagner et qui allait tout gagner, et le président du jury, le secrétaire général de la Fédération internationale de boxe, tout seul, sans en référer à personne, a changé le nom de l'arbitre qui avait été désigné, qui était un arbitre incorruptible, ou dit incorruptible, et il avait remplacé tout seul par un arbitre qui a donné la victoire à l'anglais, je crois, ou à l'américain. Donc, alors, le problème, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a une entité qui s'appelle le CIO, qui est pleine de bonne volonté, qui a des grandes idées, qui fait évoluer les grandes idées, les grands thèmes, mais au plan de la réalisation des jeux, au plan de l'exécution des jeux, au plan du déroulement des jeux, elle confie quand même toute l'organisation et toute la réglementation à des fédérations internationales qui sont totalement souveraines. C'est-à-dire qu'au jeu, le CIO n'intervient pas dans les trucs. Ça n'intervient pas du tout. Sauf dans un domaine, dans le domaine du dopage. Alors, je vous raconte une anecdote. Aux Jeux olympiques de Séoul, après les premières séries du 100 mètres, le premier tour du 100 mètres, contrôle antidoping, il y a un paquet de gens qui sont contrôlés. Et à la réunion, une fois que les trucs sont sortis, le président de la commission médicale, c'était le prince Louis de Mérode, le prince de Mérode que je connais bien, et il a fait la liste des résultats et les noms, puisque... Et premier truc, premier échantillon, un tel, hop, dégagé. Deuxième résultat, dégagé. Il arrête tout et il nous dit textuellement, si on avait continué à virer ces Touliéga qui étaient... Il n'y aurait pas eu, écoutez bien, il n'y aurait pas eu les deux demi-finales olympiques que nous avons... auquel vous avez assisté. Donc il a arrêté en disant stop, stop, stop. Évidemment, le premier, ça devait être un Marocain, le deuxième, ça devait être un... c'est pas grave, on le vit. Et là, donc le CIO ne peut pas tout contrôler. Deuxièmement, est-ce que le CIO, qui est une puissance plus que politique, une puissance financière de très haut niveau, quel est son pourcentage de redistribution de sa manne financière? Alors on dit partout, formidable, il redonne beaucoup de trucs, il distribue des trucs à la semaine olympique. Est-ce qu'on connaît ça véritablement? Oui et non. Moi, de ce que je sais, c'est qu'il donne 90% des sommes reçues, mais je suis incapable de vous dire combien. Je ne sais pas. C'est 90% des sommes reçues qui sont reversées. Voilà. Bah, encore une fois... C'est quand même étonnant qu'on ne sache pas, en gros. Mais encore une fois, moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, la thématique d'aujourd'hui, c'était les Jeux Olympiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon objet de recherche, moi, c'est l'olympisme. C'est l'olympisme. Si je prends l'image de l'iceberg, moi, je vous ai présenté là, pour à peu près 2 heures, ce qui est rendu visible. Mais en fait, mon objet de travail, moi, c'est 90% sous l'eau. Et Coubertin, les Jeux Olympiques, pour lui, c'est pas important. C'est pas son truc. Coubertin, c'est pas très grave. Les Jeux Olympiques sont un moyen d'illustrer quelque chose qui doit aider à changer la société. C'est ça, sa volonté. C'est un peu utopique. Oui. Et... les Jeux Olympiques sont un moyen de changer. Mais aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que aussi bien les COJO, de manière générale, aussi bien le CIO, mettent trop
en perspective, mettent trop en évidence ou leurs moyens sur les Jeux olympiques. Et c'est là que ça diverge, en fait, avec... C'est quelque chose... On est un peu dans l'utopie, on est un peu peut-être dans le monde des bisounours, peut-être. Hein, mais l'olympisme est un outil, à mon sens, intéressant, peut-être pour faire évoluer la société. C'est peut-être un outil, comme bien d'autres. Hein, mais aujourd'hui, où on se trompe totalement, c'est qu'on parle et qu'on se concentre uniquement sur les jeux. C'est ça qui ne va pas. Vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, en France, c'est quelque chose de très, très important. Ça montre la vitalité d'une nation, c'est incontestable. Il faut qu'on passe de 40 à 80 médailles. C'est ça l'objectif. Incontestablement, si on a 80 médailles, on est une nation dynamique, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que prof d'université, c'est est-ce que notre société va en retirer quelque chose? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que sur le plan, tout à l'heure on parlait des handicapés, est-ce que ça va avoir un rôle particulier sur nos sociétés, le fait d'avoir eu les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024? Moi j'ai une grande amie qui s'appelle Béatrice S., la plus grande record woman de natation aux Jeux paralympiques. 28 médailles d'or, je crois, quelque chose comme ça de mémoire pour Béatrice. Ben Béatrice, moi, quand j'allais chercher au train, elle prenait des trains, par exemple les Corail, hein, qui existaient encore là. Eh bien, en fait, elle ne pouvait pas passer sa tête pour voir si j'étais là ou pas, parce que son fauteuil ne passait pas, par exemple. Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques vont changer quelque chose en France par rapport à... C'est ça qui m'intéresse. Moi, je pense que les forces sociales, les forces d'une société, les forces d'une civilisation, ce qui fait bouger une civilisation, sont trop puissantes pour que des Jeux olympiques, aussi mirifiques soient-ils, puissent changer. On peut avoir 80 médailles dans 4 ans. La France ne sera pas une nation sportive. Il y a une... Et je pense que le comité olympique a compris cela. Et il l'utilise là. C'est-à-dire qu'il a bien vu que ça ne changera pas beaucoup les choses. Ça ne changera pas beaucoup les choses. Je ne suis pas aussi certain que ça. À un moment donné, ça peut créer une vraie dynamique, un vrai élan dans la société. Pour les Paralympiques. Moi, j'en suis pleinement convaincu. J'en suis pleinement convaincu. Attendez, à Besançon, hier, il y avait un paquet, il y avait des centaines de gamins qui étaient réunis au Palais des Sports de Besançon, justement, pour créer une dynamique, pour leur dire il faut bouger, il faut faire des choses. Il y avait plein de stands, il y avait plein d'ateliers. Le 16 avril, moi, à Besançon, à l'UFR-SAP, je fais venir 600 lycéens de 10 lycées de l'Académie de Besançon. Ils vont pratiquer du tir laser, du tir à la sarbacane, etc. pour personnes handicapées. Ils vont découvrir des choses. Ils vont être en présence de plein d'éléments qu'ils n'ont jamais vus. Moi, je pense que ça peut influencer les choses. Et je pense que Paris 2024 doit s'inscrire comme ça. Je pense qu'il ne doit pas être uniquement réservé aux médailles. Enfin, à mon sens. D'autres questions ? Non. Jean-Julien, un petit mot. Ton impression ? Non, par rapport aux questions autour de Paris 2024 et au tremplin que ça peut être pour l'ensemble du sport et pour la société en France, j'ai l'impression que le COJO, pour croiser régulièrement Tony Estanguet, est pleinement conscient des enjeux, que c'est un dossier qui prenne à bras-le-corps. On le voit avec tout ce qui est mis en place autour de la santé, autour du sport pour tous, autour de tout ce qui touche à l'aspect médical et à la volonté qui est la leur justement de ne pas être uniquement 15 jours pour les Jeux olympiques, puis 15 jours pour les Jeux paralympiques, et qu'après le rideau soit définitivement fermé. Mais le chantier est considérable. Et effectivement, la France n'est pas une nation sportive, vous avez entièrement raison. On a tendance à accompagner les événements quand ils se présentent. On l'a vu avec... la Coupe du Monde de foot féminin, par exemple, qui a été une réussite formidable, et puis qu'on a du mal à accompagner derrière. On l'a vu avec des réussites dans le hand ou dans d'autres sports. C'est des choses qui ont du mal à vivre derrière. Les Jeux, c'était depuis Lima, c'est donc un chantier de 7 ans. On est à mi-chemin. Après Tokyo, c'est Paris qui va se saisir du drapeau. Il restera une dernière ligne droite qui va passer à une vitesse folle. Les chantiers, les étapes sont considérables, et ils seront jugés. La France sera jugée sur pièce, effectivement. Il y aura tout ce qui est mis en place,
tout le dispositif, effectivement, qui met en scène Paris, les atouts en France, un peu partout, qui a l'avantage d'avoir un projet original, qui va chercher une vague à Tahiti, qui essaye d'englober, de rassembler, de mettre en marche tout le monde. Maintenant, c'est un chantier gigantesque, mais j'ai l'impression que par des choses qui sont mises en place, et je pense que l'idée de la semaine olympique, l'idée de creuser ce sillon-là avec les plus jeunes. J'ai vu des vidéos hier à Créteil de Faux Voto qui fait danser une classe d'enfants. Je pense que c'est un biais pour justement montrer que le sport, c'est au quotidien, c'est pas simplement les compétitions. J'entendais Roxana Maracineanu dire en Roumanie où je suis né, quand j'étais à l'école, on faisait des pauses sport. Alors c'est pas du sport de haut niveau, mais c'est un entretien, c'est une animation, et elle disait voilà, ce sport-là, ça nuit pas du tout à la concentration, bien au contraire. Et je pense que les professeurs seraient ravis de voir les élèves se dépenser plus. J'entendais l'autre jour Tony Estanguet dire que et là, je m'appuie sur toi pour confirmer ça, que les enfants couraient 1 minute moins vite qu'il y a quelques années seulement. Oui, tout à fait. Oui. C'est incroyable d'entendre ça. Ça veut dire que la sédentarité gagne à tous les niveaux. Ça veut dire chez les tout jeunes qui aujourd'hui ont des distractions différentes de celles qui étaient les nôtres il y a quelques années. Et que cette sédentarité-là, elle est vraie à tous les strates de la société. Et évidemment, plus on monte en âge, et plus c'est vrai. Alors, il faut que tout le monde bouge plus, oui. Et si les jeux peuvent contribuer à ça, ils ont un rôle considérable à jouer en France et à l'étranger, c'est évident. C'est évident. Et comment, justement, la presse écrite peut participer, justement, à ce mouvement-là ? En accompagnant toutes les manifestations qui sont mises en place, en mettant l'accent sur les bienfaits du sport, quel qu'il soit, avec l'appui des constats qui sont faits par les médecins au quotidien, par les spécialistes, par les entraîneurs que vous êtes, et par tout ce que le sport apporte comme bien-être, et pas seulement au très haut niveau, mais également au très haut niveau par tout ce qu'il procure, et les films qu'on a vus là, les émotions que ça génère, et qu'on a plaisir à feuilleter des mois et des années après, c'est la preuve irréfutable que les jeux et le sport sont quelque chose de précieux. Henri. Je ne mets pas du tout en doute la volonté ni l'engagement du COJO qui va faire ce que n'a jamais été fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je pense aussi que la dimension financière a dévoyé cette idée olympique. C'est-à-dire que, voilà, il faut de l'argent, il n'y a que les pays riches qui peuvent le faire, c'est toujours les mêmes, enfin, c'est dans les mêmes pays, ça coûte cher, il y a de la communication, il y a du pognon à faire, il y a des profits, enfin bref, là, il y a vraiment une dimension financière qui est irréversible. Qui est irréversible, et enfin qui est difficilement réversible, et par conséquent cette dimension-là, elle va recouvrir, elle a tendance à recouvrir la dimension philosophique ou la dimension de l'importance de l'olympisme, et en plus on va y mettre l'e-sport. Bientôt, on va y mettre l'e-sport, c'est-à-dire qu'on va faire du pognon un fou avant d'y mettre le MMA, après avoir mis le breakdance ou je sais pas quoi. Donc, c'est difficile, c'est un problème, mais c'est un problème vraiment compliqué, et c'est pas très, comment dirais-je, c'est pas très optimiste. J'ai le sentiment comme ça, très fugace, très sensible, comme ça, que je ne suis pas d'un grand optimisme pour l'évolution des Jeux. Alors que je reconnais toutes les valeurs et tout ce qui a été fait. Ça, c'est un problème. Voilà. Je pense que vous avez raison dans le sens où, par rapport à des jeux traditionnels ou à des sports traditionnels qui ont fait la légende des Jeux, effectivement, il y a une évolution aujourd'hui qu'on peut constater. Des sports nouveaux entrent. On peut voir le problème des deux côtés. Se dire il faut pas bouger, on garde les jeux tels qu'ils étaient.
Mais ils ont déjà tellement évolué. Ils se sont ouverts au professionnalisme, ils se sont ouverts à... cela, ça fait déjà quelques années. Et aujourd'hui, aux Jeux, et on le verra à Tokyo, je pense que parmi les athlètes les plus suivis, parmi ceux qui feront naître des vocations, je pense que les Federer, LeBron James, Mbappé, s'il y va, seront les athlètes les plus suivis. Et ce sont les étoiles dont les Jeux ont besoin. Ce sont ceux qui vont faire rêver les jeunes du monde entier. Je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'aujourd'hui, le CIO se pose toutes ces questions-là. Je pense que le creuset des Jeux de la jeunesse sert à ça aussi. C'est comment se servir de la fraîcheur qu'apportent les athlètes jeunes et les disciplines qui sont les leurs. Comment faire en sorte que ça rejaillisse sur les Jeux... sur les Jeux Olympiques eux-mêmes, comment tenter des choses nouvelles. C'était le cas du breakdance, vous l'avez dit à juste titre, qui avait été une réussite à Buenos Aires et qui vont s'inviter à Paris. C'est le cas des Jeux binationaux qu'on vient de voir à Lausanne, parce que pour la première fois, effectivement, les Jeux ont été organisés par 2 pays. Peut-être que c'est des choses qui vont se répéter. Peut-être que ça aidera à faire baisser les coûts. Et c'était aussi l'idée des Jeux 24-28, comme ils ont été présentés par le CIO. L'idée, c'était aussi de dire... Paris et Los Angeles, arrangez-vous aussi pour faire en sorte que la facture soit moins lourde. Et vous qui êtes des organisateurs historiques des Jeux, peut-être que vous allez donner un signal et peut-être que les Jeux vont servir à ça aussi. Mais seul l'avenir le dira, vous avez raison. Mais il faut rester optimiste. Je pense que les Jeux incitent à ça. Et je pense que le mariage entre tradition et nouveauté, sport historique et sport futuriste... C'est un cocktail qui peut servir les Jeux et qui peut amener un nouveau public aux Jeux et faire en sorte que justement le public des Jeux ne vieillisse pas avec les Jeux eux-mêmes. Je pense que le défi, il est là aussi. Il faut savoir s'ouvrir aux nouvelles idées, aux nouveaux sportifs, aux nouveaux champions, à la nouvelle façon de consommer le sport aussi et de vivre le sport. Merci Jean-Julien. Merci à vous. Pour conclure, merci à Eric, merci à Jean-Julien pour cette intervention. À très bientôt. Merci.